Et coucou tout le monde, c'est Dina. Aujourd'hui on se retrouve dans Magie et Enfance, le podcast de la chaîne Les Successeurs, où l'on parle de tout ce qui entoure l'univers Disney, mais aussi du monde de l'animation, de l'enfance, etc. Aujourd'hui on va parler d'une série qui a assez retourné la toile et Netflix. On va parler de The Amazing Digital Circus, qui est une série assez spéciale parce que c'est l'une des premières fois, donc c'est le studio Glitch qui le fait. C'est assez spécial parce que c'est une créatrice qui a créé au tout départ un petit pilote avec le studio Glitch pour voir si ça allait plaire aux gens, et ils n'ont voulu faire qu'une seule chose, ils ont voulu demander aux gens qui étaient fans de soutenir en achetant du merch, ce qui était assez spécial. Tout ça je l'ai appris assez tard, et ce qui était très marrant c'est qu'ils ont très vite dit attention, si vous n'achetez pas sur le site officiel de Glitch, tout le reste c'est faux. Et c'était très marrant, ils ont fait tout un petit court métrage autour de ça pour dire à quel point il y a beaucoup de faux tout simplement. Et du coup ça a fonctionné, ils ont fait la suite de la série, ça a mis beaucoup de temps à sortir entre guillemets, ça a mis 2 ans il me semble, et il a fallu attendre pratiquement 5-6 mois pour qu'on ait en premier le final au cinéma. C'était l'une des premières fois où c'est arrivé, et ça a eu un assez gros succès, d'où le fait qu'au départ c'était gratuit, et que même si les gens voulaient pas payer une place de cinéma ou acheter Netflix, c'était de toute façon disponible sur internet, sur YouTube, dans toutes les langues, sur une seule chaîne avec toutes les différentes pistes audio. C'était vraiment génial. Et pour ça, donc on peut classer cette série dans un format assez cartoon, et ça tombe bien parce que notre premier invité, qui n'est pas vraiment une invitée, qui fait entièrement partie de la chaîne, il s'agit de Amy, qui était au départ son nom Amy, la fan de cartoon, donc c'est assez rigolo. Bonjour Amy. Salut. Eh ben oui, c'était mon petit pseudo de départ, ça. Et ça me fait rire parce qu'en fait j'ai réalisé pas assez tard, je me dis tiens, Amy s'intéresse à Has-Been Hotel, Amy s'intéresse à The Amazing Digital Circus, et en même temps je me dis mais ça va totalement avec la DA qu'elle a toujours voulu autour de son personnage au départ, autour des théories. Et d'ailleurs tu vas pouvoir mieux nous en parler, mais c'est vrai que les univers comme The Amazing Digital Circus et Has-Been Hotel sont plus enclins aujourd'hui pour toi à être un monde de théorie que Disney en fait. Ah, complètement. Ces deux univers-là, c'est des portes à théorie, là. Et c'est pour ça que je me suis totalement permis de venir t'inviter, et tu as été très très en train à nous rejoindre. Tout à fait. Mais nous ne sommes pas seuls, parce que au cas où, si vous sachez, sur le Discord, vous pouvez venir postuler grâce à tout un petit stratagème que a mis Chatty en place, où la veille d'un tournage en général, je publie une petite annonce en disant si vous voulez venir participer. En général on essaye d'être maximum 4, pour l'instant on tourne autour de 3, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez venir participer avec nous, ou même nous laisser vos petites réflexions, vos petites questions, vos petits avis à vous. N'hésitez pas à venir sur Discord comme d'habitude pour venir postuler. Et aujourd'hui quelqu'un a répondu, il ne s'agit pas de n'importe qui, parce que c'est quelqu'un qui a fait grandement partie de la chaîne à une époque et qui est toujours présent et assez actif sur le Discord. Je vous demande d'accueillir Mickey, anciennement Mimiki, de son ancien pseudo. Bonjour Mickey. Et salutations à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, j'ai fait partie des successeurs, même si je faisais surtout le sous-titrage, mais pour des raisons diverses et variées, j'ai un peu lâché le sous-titrage pour m'occuper d'autres choses, et le travail et tout fait que j'avais moins de temps. Mais je suis quand même honoré d'être ici. Évidemment, et en plus, tu as été très actif, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, sur d'autres chaînes qui étaient beaucoup sur Minecraft, c'est ça ? Pas que Minecraft, il y a Pokémon, il y a d'autres... Oui, voilà, il y a eu pas mal de petits univers, quoi. Ça restait un petit passe-temps, voilà, que je m'occupais, etc. Si vraiment je manquais de motivation à le faire, je me forçais pas à le faire. Et à force d'avoir plusieurs chaînes, ça m'a un peu overbooké, du coup je suis passé sur autre chose, tout simplement. Mais ça m'empêche en rien de quand même continuer à garder ce que font mes amis. Zuriki. Évidemment, le fameux Zuriki. Vous savez que dans ma vie de tous les jours, je continue, à chaque fois qu'il y a un doute, à chaque fois qu'il y a un truc, je m'arrête, je regarde la personne avec moi. Zuriki. JDG, il a fait une vidéo sur les nains il y a pas très longtemps, et j'ai marqué dans les commentaires Zuriki. Le pauvre, il va rien comprendre. Ça c'est sûr. Et donc merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici, et je t'avoue que ça faisait depuis très longtemps que je me suis dit ça serait bien que Mimiki revienne un peu, fasse des petites choses et tout. Et ça tombe bien parce que comme Amy et Buck récemment qui du coup préparent leur retour doucement, et je trouve que c'est un podcast, c'est quelque chose d'assez facile. Ça reste un exercice quand même, tu vas le voir. Il y a un petit exercice de se rappeler une petite théorie, c'est quand même très agréable de se retrouver. On a même parlé il y a pas très longtemps avec Amy et Oncle Buck que c'était très agréable. Oui, je ne dirais pas le contraire là-dessus.
Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la fameuse série The Amazing Digital Circus. Donc j'en ai vaguement parlé déjà dans l'intro. Vous déjà, comment est-ce que vous l'avez découvert ? Juste comment est-ce que vous en avez entendu parler, par hasard, par un ami ? Bah moi je l'ai découvert dès le départ. En fait c'est Iso, collègue de toujours. J'en parle assez régulièrement. Comme elle aussi, elle est assez à l'affût de tout ce qui est animation. Elle a découvert ça et elle me l'a passé. Alors c'était encore pas sous-titré, enfin doublé en français, pardon. C'était encore pas doublé. Ah oui, d'accord. C'était que le pilote en anglais, avec juste les sous-titres. Elle m'a dit regarde ça, c'est pas mal. J'ai regardé et c'est vrai qu'entre guillemets ça payait pas de mine dans le sens où ça faisait un peu tu voyais que c'était entre guillemets de l'animation un peu fan-made. Je veux pas dire qu'il a mal vieilli, mais tu vois que c'est plus tout à fait la même animation que les derniers. Ah, c'est sûr, c'est un peu comme le premier Toy Story. Oui, voilà. Je parle au niveau comparaison, voilà, au niveau... C'est un peu plus vide, les textures, les ombres sont pas gérées pareil. Oui, voilà. Donc, ça, entre guillemets, ça payait pas de mine à ce niveau-là, mais c'était intéressant. Le speech, on va dire, de l'idée était pas mal. Et donc à partir de là, j'ai commencé à regarder et puis j'ai pas lâché. T'as suivi de près à chaque fois qu'il y avait une sortie ou après que le pilote soit passé, t'as tout vu en un coup? Parce que je te le dis, moi c'est mon cas. J'ai même mis beaucoup de temps à le regarder au point où il me restait que 2 semaines à attendre avant le passage au cinéma, quoi. Tellement. Moi j'ai découvert vraiment dès la sortie sur YouTube. Donc c'est vraiment dès que le pilote est sorti. Il devait être sorti même pas une journée quand je l'ai découvert, donc Ah oui. Oui, je l'ai découvert. Ah oui, donc il y a presque 2 ans alors. Oui, je l'ai découvert à ce moment-là. Et je te dis, il était pas encore doublé en français. C'est après qu'ils nous ont annoncé, voilà, vu le succès du pilote, on a même eu la petite vidéo annonce pour nous dire que du coup Amazing Digital Circus allait avoir droit à sa série complète. Et que le pilote devenait donc l'épisode 1. On a même eu le droit à ça en français, et c'est là qu'ils nous ont dit que le pilote était doublé en français, et j'ai pu le redécouvrir en français, et découvrir du coup des détails que j'avais pas forcément compris. Et du coup, à partir de là, je me suis abonnée à Glitch, et j'ai suivi les épisodes. Donc t'as dû attendre pratiquement 2 ans avant d'en voir le bout. C'est ça, mais c'était pas désagréable. D'accord. Oui, bien sûr. Et toi, mon cher Mickey ? Moi, de mon côté, c'est, on va dire, des amis de Discord qui ont pas arrêté de me parler de la série de Glitch, de Digital Circus et aussi d'une autre série de Glitch qui est Wonder Drones, si vous connaissez de votre côté, si vous connaissez aussi. Wonder Drones. C'est une série qui était... C'est pas Murder Drones? Ouais. Ah, pardon, Wonder Drones, dans ce cas. Bon, après, j'ai tout vu en one shot parce que la toute première fois ils m'ont parlé pendant les 2 ans que le pilote était sorti et tout, ils en parlaient de temps en temps entre eux. Au début, j'accrochais pas tant que ça. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, allez, je vais me motiver à regarder. J'ai vu le premier épisode, ou même le teaser en anglais, je l'ai vu 1 mois et demi avant l'épisode sorti au cinéma. Je vais faire un petit aparté, mais un truc qui m'a fait tilter, mais d'une force incommensurable, en regardant juste le teaser en anglais, avant le pilote, le premier top commentaire qui était sur le téléphone, c'était marqué RIP Kane 2024-2026. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. D'accord. J'avais qu'une envie, c'était choper la personne, et lui brûler ses parties génitales pour être sûr certain que il n'y a pas d'enfant qui se reproduit pas. De manière amicale, évidemment. Bien sûr, amicalement. On pourrait faire tout un podcast sur le spoil, de toute façon, ça. Voilà, donc déjà rien que ça m'a énervé. Donc déjà, je partais déjà avec un truc, entre guillemets, un peu majeur, même si bon, on apprend que c'est un pétard mouillé, mais c'est toujours emmerdant, quoi. Voilà. C'est comme ça on disait dans Attaque Titan, il y a ce personnage qui meurt. Oh, tu m'as spoilé, t'es viré. Bonne journée à vous, merci, c'était très sympathique. Bref, donc je reprends où est-ce que j'en étais par rapport à 1 mois et demi où j'avais vu le premier épisode. Et donc à chaque fois que je regardais l'épisode, c'était le soir, je regardais l'épisode et à chaque fois je réagissais, je donnais mon avis à mes amis qui avaient regardé le truc. Donc pour les citer, c'est Charloutre, donc la dessinatrice de mon chibi que vous voyez actuellement à l'écran. Il y a aussi Majora, il y a Brian, il y a Noctunite et puis il y a aussi Shofta qui ont vu de leur côté Digital Circus un peu comme Amy, c'est-à-dire ils ont vu le pilote en anglais, ils ont trouvé ça sympathique. Dès qu'ils ont vu que c'était en français, ils ont commencé à regarder et dès qu'un épisode sortait littéralement day one, il regardait en anglais et en français et il passait
des heures de théorie, alors que moi j'étais à côté, je comprenais pas ce qu'il disait, donc j'essayais de faire un peu attention à ce qu'il disait. Maintenant que j'ai tout vu, maintenant je peux essayer de faire des théories dessus. Ah oui, et aussi, pardon, j'ai oublié de dire un truc. Vu que moi je l'ai pas vu au cinéma parce que ce week-end-là j'étais pris parce que c'était le week-end où je fêtais mon anniversaire, donc c'était pas le moment où j'aurais pu le faire. Donc du coup je l'ai vu instant T quand il est sorti sur YouTube. Donc du coup j'ai vu le dernier épisode en anglais. Moi j'ai vu qu'en VF. Bon, ça m'a pas dérangé. J'ai quand même pu comprendre l'histoire, etc. Même si c'était en anglais et pas en français. Après, il est disponible maintenant. Il a été disponible en français Il est... le lendemain matin, juste après sa diffusion en direct. Oui, la diffusion à minuit était en anglais. J'ai zioté un peu, c'est vrai que j'ai un peu tilté. J'étais J'ai regardé, j'ai fait bon tant pis, on va quand même regarder. Hein. On est resté éveillé exprès jusqu'à minuit pour regarder l'épisode. On va se forcer pour regarder une heure de plus. Hein. C'est pas grave. Puis après j'ai théorisé juste après avec énormément de groupes, un groupe notamment qui parle digital selfie, polling, machin, etc. J'ai passé encore 2 heures de voc avec ça, donc c'était pas mal. T'avais pas envie de te coucher, quoi. Heureusement que j'avais bu du café, quoi. Pour rester éveillé. Alors déjà, quelles ont été vos premières impressions? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a fait dire dans les premiers épisodes, ça je vais suivre, ça m'intéresse? Ça peut être quelque chose de très bateau, hein. C'est pas parce que c'est une série qui sort un peu des mœurs habituelles que c'est forcément, voilà. Déjà un peu l'univers coloré comme ça et un peu comment quoi dire, la façade en fait, c'est que c'est tout coloré à l'avant, ça t'a l'air super sympatoche, machin et tout. Et puis quand tu regardes derrière, waouh! Ah ouais d'accord, il y a des trucs quand même, ils sont pas clairs quoi. Et puis forcément, moi théoricienne que je suis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont enfermés? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils vont sortir? Tout ça, voilà. Forcément, ça fait jouer mes neurones. Et puis les personnages tout bêtement. Ah bah c'est sûr, oui, il y a beaucoup de stéréotypes, mais c'est aussi comme ça que marchent les plus grandes histoires, hein. Tu peux pas. Ah bah c'est sûr, mais voilà, c'est franchement, même si il y a des moments où on peut avoir entre guillemets peur. Puis je mets des grosses guillemets parce que le pilote c'était juste en mode ouais d'accord, s'il y a ce genre de truc ça va être drôle quoi. Les petits passages qui font peur font beaucoup penser à soit les très vieux cartoons de Cartoon Network comme Ren et Stimpy, ou plus récemment un peu comme Bob l'éponge. Tout va être un dessin animé et vous allez avoir un passage de 3 secondes qui va être super détaillé ou super réaliste et du coup qui sortent du truc comme des têtes de Gangle par exemple ou de Pomni ou même le monstre du manoir hanté. Bon, tout ça c'est pas dans le premier épisode, on est d'accord. Oh celui-là. Oui non, c'est pas dans le premier. Mais je veux dire, il joue beaucoup avec ça. Je dis pas que c'est pas original, mais ça se fait pas tant que ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui apporte une petite profondeur et qui sort du côté zone de confort de l'animation. Oui. Après, Amazing Digital Circus est original dans un sens, mais en même temps, il joue beaucoup sur la nostalgie. Il y a beaucoup de références à des trucs du numérique. Par exemple, dans l'épisode 2, il y a un moment où spoil alerte. Ah mais si on les personnages... là, attention, on va que spoiler, hein, je le reprécise. Il y a un moment où Pomni et le croco Gummigoo sortent de la carte et on les voit qui tombent et on voit des gros modèles 3D d'une théière. Et cette théière, c'est le premier objet à avoir été animé en 3D. D'accord. Et il y a plein de petites références comme ça. Donc si on connaît un petit peu le numérique, on les a. Mais c'est bourré de petites références comme ça. Et toi, Mickey, premières impressions, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu continuerais, que tu avais envie de suivre? Moi, tout simplement, quand on me dit quand il y a des gens que je connais qui m'ont dit « Regarde ça, ça a l'air d'être bien, machin, etc. » Je pense que Amy aussi, au travail, m'a aussi conseillé Digital Circus, quand j'ai dit que j'allais commencer. Donc elle m'a dit « Oui, vas-y, t'inquiète pas, je pense que tu as beaucoup aimé. » Donc j'ai regardé. Le premier truc qui m'a agrippé, on va dire, le graphisme. Un des épisodes qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'épisode, ils font tous les vœux de la boîte à la suite. Donc voilà le sans-titre. Donc il y a un peu de tous les domaines, machin, etc. On passe de l'animé à un peu le graphisme des années 80, etc. Donc ce passage-là, j'ai fait waouh. C'est donc waouh, juste waouh. J'ai qu'une envie, c'est faire l'épisode et le regarder à nouveau tellement que j'ai adoré.
Ah, cet épisode-là, je crois que c'est le préféré de beaucoup de monde. Il y a eu un taf de taré sur l'animation sur celui-là. Hein. Puis évidemment, il y a aussi les personnages, des personnages qui m'ont fait beaucoup rire, les blagues. J'adore quand il y a des blagues qui me font hurler de rire, même si bon, certains vont me dire sont un peu bateaux, mais quand il y a un des personnages qui dit mais je ne comprends pas l'objectif et Taken qui dit il y a des viseurs. Ah oui, j'avais oublié J'ai celle-là. regardé au moins 5 fois l'épisode. J'ai regardé au moins 5 fois l'épisode en me disant, attends, il y avait une blague et je l'ai pas compris. Du coup, j'ai hurlé de rire pendant au moins 10 minutes tout seul de mon côté en disant, mais je suis complètement con, j'ai loupé la blague. Donc, dites-vous que quand j'ai regardé la série en complet, la première fois, j'avais fini 2 semaines avant la sortie au cinéma. Ah, et t'as fait un peu comme Dina, quoi. Et je peux vous dire que au taf, j'ai pas arrêté de me mettre la playlist Digital Circus en Je boucle confirme, je t'ai au vu. travail. Tu le voyais jour après jour après jour après... Non. Avance ton boulot, il est Non, quand même pas. J'étais pas au point de chanter, de danser, mais des fois de temps en temps, j'avais des rires retenus parce que je me retenais de rire sur certains passages. Donc, C'est très spécial, parce que là, je vais être obligé, je vais parler du concept, mais on va pas parler de la finalité du concept tout de suite, ça ce serait plus dans la conclusion. Le concept, c'est des humains qui auraient mis un casque numérique, en gros pour faire de la VR, et qui se retrouvent coincés. C'est ça. Pour le coup, la finalité de la chose n'est pas très originale quand on connaît quelque chose, mais la base de la base. Est-ce que c'est une idée originale pour vous? Parce qu'on se dit quand même que, est-ce que c'est des gens qui sont dans un bureau? Il n'y a pas quelqu'un qui peut leur enlever le max? On sait très bien comment ça finit tous les trois. Hein. Mais je veux dire, est-ce que ce concept-là, au départ, vous vous êtes fait pas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y en a aucun parce qu'ils ont perdu la mémoire, etc., etc. Ce concept-là, je parle. Sans parler des personnages, est-ce que le concept, est-ce que c'était original? Est-ce que ça vous intéressait? Je te l'ai dit, c'était un des trucs qui m'a intrigué parce que forcément, moi, j'ai commencé tout de suite à théoriser. Mais alors, attends, si rien qu'en mettant un masque, il se retrouve comme ça, qu'est-ce que c'est que cette machine? Pourquoi elle a été faite? Comment ça se fait que des gens lambda, parce qu'à la base, vu comme Pomni se présente, c'est vraiment genre, j'ai trouvé le masque, le casque, je l'ai mis et je me retrouve là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas l'enlever? Qu'est-ce que c'est? Donc, vraiment, c'était en mode, mais qui est-ce qui a créé ça? Pourquoi il a créé ça? Et où ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne les réveille? Donc oui, moi tout de suite ça m'a intrigué cette affaire. Moi, vu que j'ai vu assez rapidement, j'ai pas eu le temps de beaucoup théoriser sur C'est ça, sur la série. Mais disons que le seul moment entre guillemets d'attente entre l'épisode l'épisode N-1 et l'épisode N, j'ai pas trop eu le temps de beaucoup réfléchir sur les théories, etc. Je dirais juste que oui, c'est assez bizarre de se dire que le mec apparaît en plein milieu, il sait pas du tout ce qu'il fait, il sait pas pourquoi son corps a complètement changé, il se rappelle même pas de son prénom, ce qui est encore plus bizarre. Et le fait que Pomni, les premiers épisodes, c'est littéralement nous en tant que c'est ça, c'est clairement ça. Oui, parce qu'on arrive, on sait rien du passé de cet endroit, contrairement aux personnages qui sont déjà là. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le personnage principal parce qu'on découvre totalement tout avec elle, parce qu'elle ne sait plus qui elle est. Mais nous non plus, on sait pas qui elle est. On sait rien du tout d'elle, on sait rien de cette langue. Oui, et pour moi, le truc que vraiment j'espérais au dernier épisode, donc le dernier épisode qui est sorti, c'est un passage où on le montre dans la vraie vie, où littéralement on les voit enlever le casque et ils regardent autour d'eux. Est-ce qu'il y a les autres avec eux? Est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils sont dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'entreprise, vu que si je m'en rappelle bien, ils sont dans une entreprise où Klinger travaille avec le premier mec qui s'est digitalisé. Oui, c'est un peu ça. Il y a eu énormément de questions là-dessus de est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas inventé? Est-ce que c'est pas un rêve qui fait que ça prend partie d'un autre rêve? Et l'autre rêve en question, c'est ce qu'on voit actuellement. Il y a énormément de questions qu'on se demande tout est possible. Est-ce que finalement, le pilote a bien été réfléchi dès le départ? C'est un peu la question que je me pose. Des fois, de temps en temps, ils enchaînent les épisodes. Bon, voilà, c'est entre guillemets rigolo, machin, etc. Mais on se pose jamais la question de,
Quand est-ce qu'on récupère notre corps? Parce que bon, c'est sympa d'avoir mis le casque et on est endormi, etc. Mais ils sont endormis combien de temps? Est-ce que ils vont pas mourir de faim? Ça, c'est un truc que ceux qui ont fait comme moi, qui l'ont découvert dès le début, si, ils se la sont posé la question, ça c'est certain. Mais c'est vrai que dans la série, c'est pas développé. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent s'ils sont coincés? Qu'ils se fassent rêver par quelqu'un d'extérieur, Ah mais oui. bon. Oui, c'est ce que je me suis dit. Surtout si c'est en temps réel. Oui, oui, ça, on ne ça, sait oui. pas, bien sûr, mais je me suis fait la même réflexion. Quand on a découvert le truc, on se l'est tous fait, mais où est-ce qu'ils sont? Pourquoi personne les réveille? Après, je pense que moi et puis Dina, on est littéralement au même stade on a rushé les épisodes. On n'a pas eu 30 autorisés par rapport à d'autres comme mes potes et Wayme qui ont vu Day One ou Week One l'épisode qui est sorti actuellement et qui a eu le temps de théoriser pendant des mois, alors que nous on n'a pas eu le temps de temps de réfléchir à la suite. Ah ça, des théories sur Digital Circus, il y en a une paire, hein, moi je peux te le dire. Voire plus que dans Disney. Blague à part. Ça dépend quel Disney. Même après la fin, en fait. Oui, mais Oui, même après tout la à fin, il fait. y en a encore. Mickey, tu l'as précisé en un peu plusieurs fois, même depuis le début. Il faut dire aussi ce qui fonctionne très bien, ce qui aide beaucoup, et on l'a bien vu avec le jeu vidéo Clair Obscur très récemment, enfin il y a un an qu'il est sorti, mais la musique fait beaucoup aussi. Ah, ça. Oui, clairement. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Ce qui a fait aussi le succès de K-pop Demon Hunter, c'est aussi grâce à ses complètement, musiques. ça. Je pense que là, de plus en plus, les réalisateurs, créateurs, compositeurs, etc. vont vraiment se pencher à essayer de faire... Après, attention, je trouve que les musiques chantées, mis à part peut-être le générique parodique du début, Gangel et Zubel, Kingel, Oui. il y a eu deux, trois autres musiques, mais qui m'ont pas spécialement marqué. Des musiques chantées, je parle. Des musiques chantées, il n'y en a pas énorme. Il n'y en a pas énormément. Non, il y en a pas beaucoup, mais il y en a une ou deux, surtout chantées par Kane. Oui, de toute façon, c'est Kane, hein. Mais elles m'ont pas marqué plus que ça. Il y a aussi Mais- la musique quand t'as Pomni et Jax qui sont devant. Ah oui, Daisy! Bug qui sont en train de avec l'épisode du Oui, pistolet. là. Il y a une Daisy. petite anecdote autour de Oui, ça. oui. Comme vous le savez, la série de j'imagine Digital Circus a énormément été financée grâce au merchandising. Mhm. Et dedans, il y en a eu que 3, ce qui est étrange au nombre d'épisodes, peut-être qu'ils le feront plus tard, mais il n'y a eu que 3 vinyles, un vinyle par épisode. Et ce qui est rigolo, c'est que le 1 est en rupture de stock, le 3 est en rupture de stock, mais il y a toujours du 2 en stock. Voilà, c'est très spécial, mais c'est juste pour vous le dire là-dessus. Donc je pense que voilà, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comme Amy le sait, peut-être Mickey aussi si tu avais ma vidéo, mais moi j'achète de moins en moins de goodies au fil du temps parce que la place, l'argent, enfin voilà. Mais là, j'ai craqué. J'ai précommandé grâce au lien de précommande qu'on a eu à la fin au cinéma, le pins de Pomni de la finale et aussi la belle figurine de Jax. Et j'ai aussi craqué pour un pull de Jax, voilà. Et je trouve mais en même temps, à la fois ça me fait plaisir et en même temps je me dis que ça encourage vraiment directement le studio. À ce niveau-là, moi j'ai hésité, mais c'est vrai que là, après avoir vu l'épisode final, moi aussi j'ai craqué. Là, j'attends 2 petits entre, ils appellent ça les laboubous, mais c'est pas des laboubous, tu sais, les trucs de Pomni et celui de Jax. Moi, j'attends les deux là. Oui, je vois ce que c'est. Oui, oui, je vois très bien. Les trucs secrets. Mais c'est trop mignon ce qu'ils ont sorti. Ah, il y a des trucs. Il y a un espèce. Il y a un petit double porte-clés avec Jax et Ribbit qui sont aimantés. Il est magnifique. Enfin, ouais, là-dessus, on peut pas le nier. Hein. Les personnages, déjà, vous, quel est le personnage que vous avez préféré et celui que vous avez le moins aimé et pourquoi? Alors moi, les préférés, j'en ai 2 que je peux pas départager. J'y arrive vraiment pas. Je me retourne le truc en boucle, j'y arrive pas. C'est Pomni et Jax. Les deux là, je peux pas me les séparer. Pomni, un peu parce que c'est la personnage principale et puis je trouve qu'elle est très bien écrite. Parce que même si au départ elle arrive, c'est une boule de nerfs ultra nerveuse, en fin de compte c'est elle qui arrive plus ou moins à... Ah si, quand même. Elle arrive comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, la pauvre, faut prendre... la rêve. Elle a une réaction normale, mais c'est sûr que tu la vois comme ça, tu dis, on va espérer qu'elle va évoluer, et elle évolue très bien. C'est même elle qui arrive à démêler tout le schmilblick du truc. Et de façon logique, tout à fait. Au début, j'ai trouvé ça très bizarre, le côté où elle abandonne Ragata. Mais en fait, il faut se mettre à sa place.
est-ce que on sait pas ce qui se passe, on sait pas si Ragata c'est une vraie personne comme nous, on sait pas ce que la personne corrompue va nous faire. Au final, elle a eu une réaction super humaine en fait. Ah, tout à fait. En fait, avec du recul, elle aurait aidé Ragata, on se serait dit c'est un personnage principal comme un autre, quoi. Oui. Donc au final, c'est un personnage très très humain et très logique en fait. Ah tous les personnages à ce niveau-là sont logiques. À part peut-être Kinger, mais ça c'est une autre histoire. Oui, parce que lui, il est corrompu à sa manière, en fait. Pas corrompu, mais disons que il a perdu la tête complètement. Bah oui, voilà. Et je pense que c'est ça qui l'empêche d'être corrompu. Oui. Et un personnage que tu n'aimes pas, enfin, je dis pas que t'aimes pas, mais que t'as moins eu d'atomes crochus. Je dirais Gangle. Je dirais Gangle parce qu'elle est pas très développée, justement. Oui, et paradoxalement, alors que c'est le personnage le plus émotif, c'est aussi le personnage qui est le plus cliché, qui est le plus stéréotypé sans trop de profondeur. Elle a une profondeur. Oui, elle a une profondeur à sa manière, mais elle est pas... Mais par rapport aux autres. Oui, voilà, même par rapport à Zooble, qui pourtant, elle apparaît vraiment qu'au bout du 3 ou 4e épisode, où vraiment on la voit plus régulièrement. Elle est plus développée alors que elle passe limite en personnage tertiaire, quoi, à un moment, hein. Enfin, elle fait tout pour éviter les aventures. C'est ça. Au début. Ah moi c'est littéralement l'exact opposé de... Ah d'accord, intéressant. Non mais c'est intéressant, c'est très intéressant. En fait, c'est un peu compliqué. Littéralement, on va se redire la même chose entre moi et Amy parce que littéralement, dès que j'ai vu le dernier épisode, je suis directement allé dans CMP à Amy puis on a parlé au moins 2 bonnes heures de l'épisode, etc. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a pas aimé, quel était notre poste préféré, bref, peu importe. Donc au début, mon personnage préféré ever, pratiquement dès sa première phrase, c'était Zooble. Ah, mais Zooble, je la déteste pas, moi, mais... Oui, j'ai dit quel personnage elle a eu le moins d'atomes crochus. Oui, le moins. C'est Gangle, c'était pas Zooble. Ça va être la même chose pour moi. Moi, mon préféré coup de cœur au début de l'aventure, c'était Zooble parce que j'ai adoré son humour. Le fait à chaque fois qu'on va presque envoyer chier Kane à chaque fois, ça m'a fait hurler de rire. Et puis le fait que entre guillemets pratiquement dès le départ, Zooble et Gangle se rapprochent de plus en plus, j'ai trouvé ce côté un peu humain, un peu sympathique du personnage. Et puis le passage où Zooble est en mode ultra badass avec les 4 flingues sur elle, j'ai fait oh là là, magnifique. Donc ça, c'était mon personnage préféré de début d'épisode. Et les derniers épisodes, c'est Kinger. J'ai adoré comment ils ont il est très bien développé. Créé le personnage. Il est dans mon top 3. Au début, le personnage est un peu mis de côté parce que c'est entre guillemets le fou du bus en mode il sert à rien, machin, etc. Mais à chaque fois qu'il a quelque chose sur la tête, le Kinger adulte qui sait à peu près tout ce qu'il fait, etc. Il donne des bons conseils et tout à Ragata, il donne des bons conseils à Pommy et tout. Surtout à l'épisode 3 qui m'a le plus marqué, ce passage-là. Et puis la toute fin où il essaie de sauver un peu les meubles après sa connerie, même si c'est pas vraiment lui qui a fait la connerie de buter Kane et tout. Kinger, en fait, je me sentais un peu triste de le voir un peu mis de côté, etc. parce que c'est le fou du bus, etc. Mais dès que j'ai vu l'épisode 3 et l'épisode où il met le seau sur la tête, où il commence à raconter pourquoi il est arrivé ici, pourquoi Kane a été créé et tout, ça commençait de plus en plus à m'attacher à ce personnage. Le fait qu'on le voit avec sa femme et qu'il explique un peu le passage avec sa femme, mais c'est ça dure même pas 1 minute 30, j'ai accroché au personnage. Kinger, c'est un peu le papa de l'équipe, j'ai l'impression. C'est littéralement ça, et puis Pommy, c'est presque devenu la maman parce que... maman, je sais pas, mais bon. Oui. Et donc, ensuite, le perso que j'ai le moins accroché, et je suis désolé d'avance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie le personnage. Moi, j'ai vraiment du mal à m'accrocher. C'est Jax. Ça peut vraiment se comprendre. Moi, je le dis, c'est mon perso préféré, mais c'est devenu mon perso préféré à la toute fin, quand j'ai compris la profondeur et le côté
compliqué de ce personnage, en fait. Le pire, c'est que j'en parlais à Amy, c'est que c'est un personnage, en fait, je voyais pas vraiment comment il n'aurait pas pu être corrompu quand on sait à quel point c'était compliqué pour lui dès le départ dans sa vraie vie et même dans son après-vie. Et donc, du coup, dans sa vraie vie, on va dire, le vrai, Leroy Matteo. C'est un personnage qui n'avait pas fini de trouver son identité. Donc, du coup, comment est-ce que son scan cérébral pouvait, lui, évoluer dans un monde totalement à part où, en fait, et je suis d'accord avec Amy, bon, je spoil ce qu'elle va dire, sur le fait qu'il aurait certainement pu être sauvé, mais ça n'a pas été le cas parce que, il avait pas il n'était pas vraiment lui-même. Enfin, c'est c'est terrible. C'est terrible. Complètement. Ce qui lui arrive. Après, il y a un truc, parce que je parlais avec d'autres personnes que je connais qui ont vu Digital Circus, et il y en a une, elle m'a dit, je déteste Jax à cause de ce qu'il a fait à Ribbit. Et je lui ai dit tout de suite, non, je peux pas te laisser te dire ça parce que même moi, j'aurais pu être Jax. Alors, je suis pas comme lui dans le sens où, spoiler alerte, et Goosework elle-même dit, Jax est carrément est un trans, est une femme trans quoi. Il aurait très bien pu avoir une transition, mais du côté harcèlement, et je ne fais confiance à personne, j'ai été dans ce cas moi à un moment, et si je n'avais pas eu ma famille pour me soutenir, j'aurais très bien pu virer grosse conne comme Jax. Si, excuse-moi le terme, mais parce que vraiment il a Amy la tasse P. À vos fanarts. Mais oui, non mais rendez-vous sur le Discord pour reposter tout ça. non mais j'aurais vraiment pu virer mal comme lui à dénigrer tout le monde. Bon, peut-être pas aussi violent que lui parce que j'ai pas ce caractère violent. C'est vrai que par contre on peut pas le nier, c'est vraiment un connard. Oui. Mais c'est expliqué, je comprends pourquoi. Oui, et voilà. Ça m'étonne que dans une série aussi courte, ils ont réussi à nous faire comprendre pourquoi. Ce qui ne veut pas dire que tu as tort, Mickey, de le détester, bien évidemment. Jamais je reprocherai à quelqu'un de... Et loin de moi l'idée de dire, et à Amy non plus, j'en suis sûr, avec Amy, on est les deux personnalités de la chaîne, si j'ose dire, où je pense qu'on est les plus d'accord de la façon dont on comprend tout ça. Mais voilà, on est loin de dire que tu as tort de ne pas l'aimer, voilà. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que je le détestais. Je l'ai moins apprécié. Oui, voilà. Pourquoi j'aimais pas Jax? Parce que pour tout ce que vous avez dit, ce personnage, j'ai juste eu l'impression il veut, entre guillemets, être le centre de l'attention en essayant de rabaisser à chaque fois les autres personnages. Ça peut être Ragata, ça peut être Kingle, ça peut être Pomni par moment, ça peut être aussi Kinger au tout début de l'épisode, etc. Ce type de personnage qui, en mode, j'ai la grosse tête, je suis plus haut que tout le monde et je rabaisse tout le monde, j'avais qu'une envie, c'est à un moment donné de lui dire, ferme ta gueule. Quand le passage des pistolets où ils ont un énorme monologue entre les deux personnages, etc., et qu'il dit des mots durs, même si je comprends son raisonnement de, il faut pas que je ouvre mon cœur aux autres, parce que vu mon passé et ce qui s'est passé avec Ribbit, je n'ai pas envie de le revivre une nouvelle fois, parce que si je le revis une nouvelle fois, je me fais corrompre. Ça, je l'ai compris. Mais il y a ne pas refermer son cœur pour ne pas montrer ses émotions et dire des termes extrêmement forts qui peuvent corrompre des personnes. Littéralement, Ribbit se fait corrompre par les paroles sec mais c'est sûr. et froid. Je suis d'accord. Oui. C'est ce domaine-là que Jax, il m'énerve et qui fait que je l'aime moins. Je ne dis pas que ce personnage est mal écrit, mal machin, etc. Il est très bien écrit comme il est, mais c'est un détail sur ce personnage qui fait que j'arrive pas avec lui. Il faut vraiment que je passe le plus possible, que j'essaie de faire attention à tout ce qu'il dit, etc., que je prenne son truc le plus global et que j'apprécie. Si je rentre trop dans ces détails, dans le détail, je vais moins apprécier le personnage.
il y aurait pas eu toute la profondeur que les derniers épisodes lui ont apporté, moi je pense que ça aurait été le personnage que, ouais, allez, il est populaire parce qu'il dit des gros mots et parce qu'il est méchant et tout. Et au final, je me serais dit, la popularité n'était pas méritée, tu vois. Je me suis dit, parce que c'est vrai que j'avais même du mal à concevoir qu'on pouvait vraiment être fan de Jax avant les derniers épisodes, parce que c'était véritablement de la méchanceté gratuite envers des gens qui lui ont donné beaucoup de chance, quoi, qui ont essayé de se rapprocher de lui. Après que la personne veuille pas ouvrir son cœur, je peux le comprendre aussi. Mais au bout d'un moment, Pomni et même les autres, ils lui demandent pas forcément ils lui demandent de suivre le mouvement et tout, quoi. Mais c'est vrai, je peux totalement comprendre, bien sûr. Après, spoiler, hein, quand j'ai vu le dernier épisode, je vais littéralement dire la première phrase que j'ai ressentie. Amy va le voir, je vais lui reparler, elle va dire la même chose. Première phrase, dès que j'ai fini l'épisode. Je suis étrangement calme et détendu avec presque un bonheur de revoir Kane et Jax out satisfait. Parce que tellement Jax m'a donné mal au crâne avec tous ces passages épileptiques, ces passages où il y a les monologues, machin, etc. Le fait de voir Jax, même si bon, je comprends que l'épisode 8, le dernier épisode, c'est littéralement pourquoi Jax s'est fait corrompre, machin, etc. Je comprends tout ça. Mais le fait qu'il soit fait corrompre, dès minute one, j'ai fait yes, il s'est fait corrompre. Yes. Et pas moi. On va s'en débarrasser. Je sais que je vais faire détester par rapport à ce que je viens de dire. Bah non, parce que quelque part, franchement, il y a beaucoup de choses dans cette série où je me dis, j'aurais aimé que ce soit autrement, mais je comprends, et le message est plus fort comme ça. Je suis comme toi. Elle aurait fait un câlin à Jax et il serait sorti de sa corruption. J'aurais fait, oh, je suis rassuré, mais au fond de moi, ça m'aurait pas marqué pareil. S'il y aurait eu ça, je m'aurais dit, attends. Il faut vite redescendre à la cave et qu'on récupère Kofmo, Ribi, tout ça, machin, etc. Dans ce cas. Ah bah là, oui. Moi, je m'attendais à ça. Moi, je vais vous le dire. Tout le long de l'épisode final, en fait, j'étais tellement dedans que j'ai à peine eu de l'émotion. J'ai eu plus d'émotion en le revisionnant. Ah oui. Mais tout le long de l'épisode, j'étais comme ça. Ah mais oui, mais en faisant comme ça, ils peuvent les ramener. En faisant comme ça, ils peuvent. Moi, j'étais en train de théoriser à comment ils pouvaient les ramener. Donc quand ils les ont pas ramenés, j'étais un peu déçue. Mais en même temps, je comprends le truc. Ce que je vais dire est pratiquement une phrase de conclusion, mais ça ne l'est pas. Ça nous prouve encore une fois que une œuvre d'art, une série, un film, nous marque plus et nous surprend plus quand justement il se passe pas ce que tout le monde s'attend. Ah, complètement. À ce niveau-là. En même temps, ça aurait pu trahir. Parce que par exemple, Pomni, c'est le personnage principal, mais il faut dire aussi que si on prend du recul, c'est aussi le personnage qui a le moins, j'ai pas envie de dire qu'il a le moins de personnalité, mais qui a quand même le moins de profondeur. C'est elle qui arrange beaucoup de choses, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas le personnage et c'est pas la personne réelle avant qu'elle soit scannée qui avait le background le plus profond, vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça c'est sûr. Ouais. Les personnages qui ont le background le plus profond, je dirais que c'est Jax, c'est forcément. Kinger directement. Kinger, lui, c'est plus que c'est lui qui a lancé tout ça. C'est plus ça. C'est lui qui a les clés, c'est lui qui a les réponses. Voilà. C'est lui qui a tout lancé, donc c'est lui qui, à ce niveau-là, il est profond. Mais niveau, on va dire, profondeur du personnage, du vécu des personnages, je dirais que c'est Jax, forcément. Oui. Après Ragatha. Peut-être Ragatha et Gungle. Zubel, on sait pas trop ce qu'elle a vécu, enfin ce qu'elle a vécu. Donc on sait que ça je sais pas trop comment dire, le marque. Léa. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire non plus. Mais voilà, on sait que Yel a vécu des choses que Yel pas très à l'aise avec son corps, mais puis il s'en adapte après. Mais au niveau du passé, on sait pas exactement ce qu'il a vécu, à part que il faisait du tatouage et qu'il tenait un bar. Par ça, donc au niveau profondeur, c'est vrai que Pomni est une des moins. Il y a moins de travail sur son personnage mais c'est ce qui est réel. parce que
c'est ce qui est de mieux parce que quand tu regardes la série, etc., le premier truc que tu vas t'accrocher, c'est directement suivre l'aventure de Pomni, comment elle va comment elle va se dérouler sur le truc. Donc, c'est ce qui est de mieux pour les séries, etc. C'est que si dès le départ, on te dit tout ce qui se passe, bah, tu vas pas trop accrocher. Tu vas pas trop accrocher. Elle a beaucoup le syndrome un peu de Link, en fait, le personnage du jeu vidéo, où on sait pas grand chose sur elle, et on arrive en même temps qu'elle, du coup, ou dans Sora, dans Kingdom Hearts, par exemple, on suit tellement la personne, en fait, que on sait pas trop on sait pas son passé parce qu'elle a perdu la mémoire, on sait pas où est-ce qu'elle va, parce que elle le sait pas elle-même, on arrive en même temps qu'elle, et il vaut mieux que ce soit un des personnages avec le moins de profondeur pour qu'on puisse le plus s'identifier à elle. Ah, tout à fait, à ce niveau-là. La série aussi par la suite. Exact. Parlons un peu de Kain. Donc pareil, c'est un personnage qui est très charismatique, etc. Mais là, j'ai envie de parler directement presque de la fin. Est-ce que pour vous, le moment où il se sépare de cette fameuse IA bleue, pour moi, j'ai compris qu'il se débat. Bubble. On est d'accord. Pour toi, c'est Bubble. Pour moi, c'est Bubble. Bah, Bubble ne réapparaît pas. Donc pour moi, c'est Bubble, c'est lui. Et à chaque fois qu'il buguait, on peut remarquer qu'un de ses yeux devient rouge et l'autre devient bleu. Donc un peu le côté où oui, c'est lui la plus forte des deux IA. Et même Bubble le dit à un moment, elle dit de toute façon c'était toi le plus puissant des deux. Il y a un peu ce côté-là. Non, Bubble dit pas ça. Tu es Bubble, le moins en compétent fait. des deux. Voilà, tu étais clairement le moins compétent des deux. Oui, pardon, Bubble, voilà. En fait, Bubble, je pense que c'est comment qu'on va dire ça. La manière qu'a l'autre IA de sortir et de pouvoir converser avec les autres, mais en fait elle est emprisonnée dans Kain. De toute façon, Bubble et Kain ne font qu'un. Ça, on le voit plusieurs fois. Oui. Et il dit après s'en être débarrassé qu'il sera moins puissant. Quand il tient la langue et qu'il rabat sa langue pour que Bubble puisse boucher le trou, ça c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais c'est très drôle. Ouais, mais il y a le côté un peu serviteur de Bubble, mais en même temps, il peut apparaître un peu quand il veut, il envoie beaucoup de piques à Kain, et Kain a beau essayer de s'en débarrasser, il revient tout le temps. Ah bah, il y avait une théorie... Ce qui prouve que c'est pas un personnage extérieur, c'est littéralement un personnage de sa pensée à lui. Oui, il y avait une théorie... Il y avait une théorie sur Bubble, donc je peux la dire, qui disait que Bubble en fait était en fait un virus, que c'était un virus parce qu'au moment où est censé avoir été créé le jeu Digital Circus, il y avait un virus qui s'appelait Bubble Boy, donc Bubble, et comme Bubble est un homme, ça collait à peu près avec cette idée-là, et c'était un virus que les gens n'arrivaient pas à supprimer, qui réapparaissait dès qu'on rallumait l'ordi. Et Bubble, en fait, peu importe le nombre de fois que Kain l'explose, il revient. Ah oui, donc c'est tout à fait logique. Ça semblait tout à fait logique que Bubble soit un virus qui a été créé pour détruire Kain. Et que c'est pour ça, en fait, que il suit Kain, mais en même temps, il arrête pas de le dénigrer, de dire des bêtises, d'essayer de le foutre en rogne et tout. Et pourtant, il l'aide de temps en temps. Il l'aide, mais en même temps, il fait toujours des réflexions à la con. Par exemple, quand ils sont en train de regarder les étoiles et que Kain, il est en panique en mode « Oh, il préfère les aventures de la boîte à idées plutôt que les miettes, qu'est-ce que je veux faire ?» Et t'as Bubble qui dit « Tu dois crever !» Il lui dit carrément ça. Donc, Bubble est en fait à la fois haineux de Kain et en même temps, il est bloqué par Kain, donc il est obligé de l'aider. Et je te coupe juste pour dire, justement, là, ça te touche directement toi, c'est même la preuve, t'es en train de faire des théories ou de rapporter les théories que tu as vues, mais ça prouve bien que une série, un film, un jeu vidéo, peu importe, un livre, qui essaye de répondre à toutes ces questions, eh ben ça nous implique moins. Là, le côté, oui, on le voit se débarrasser de cette IA bleue, mais à aucun moment on nous dit, c'est Bubble. Et du coup, tout le monde se dit, mais c'était lui, mais ça peut être que lui, il réapparaît plus. Pourquoi est-ce qu'on le voit pas dans les petits génériques de fin où ils font tous la fête et tout, au moins en fond, tu vois? Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi que, désolé, je mélange vraiment tout, Tolkien, le créateur de Seigneur des Anneaux, lui-même n'avait pas les réponses à tout. Et si ça se trouve, les créateurs de Digital Circus non plus, justement. Ils ont laissé les choses ouvertes. Et c'est surtout pour ça qu'on a envie d'en parler. N'est-ce pas, Amy? Ah ouais, alors que justement, les derniers Disney ne nous laissent aucune porte d'entrée. C'est ça. On a tout trop et du coup, ça paraît bien sur le papier, mais au final, c'est chiant et on n'a pas envie d'en parler outre mesure parce que voilà. Et pour vous, justement. C'est rien pour faire mes théories, moi. Conclusion, arrêtez de regarder Disney et regardez des animés. Donnez-lui du boulot. Non.
Donnez du boulot à Amy. Voilà, Disney, arrêtez de faire les cons. Regardez ce qui se fait et qui marche. Zuriki a fait plus de vidéos que Amy. Vous trouvez ça normal, vous? Et justement, par rapport à Kane, est-ce que pour vous, il n'a pas développé une réelle conscience, en fait? Je pense que ça ouvre vraiment un petit débat. Voilà, c'est un débat. Vu comment il est présenté dans l'épisode final, je dirais que oui, mais en même temps, il faut pas oublier ce qu'il est, une IA. Donc, il apprend, il doit s'adapter, chose qu'il ne faisait pas avant. Avant, il ne faisait pas. Il apprenait dans un sens avec des choses, mais il n'écoutait pas les avis des humains, et il restait borné dans ses idées d'amusement, alors que ça n'amusait personne. Et c'est ce qui a fait que tout part en sucette. Il voulait absolument être aimé par tout le monde, et ça a raté. Donc, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il a eu une conscience, ou il a juste eu une mise à jour. Oui, il a appris. Pour moi, il a appris. Après, les personnages ont du bol, hein, parce que il est quand même revenu, parce que ils ont dit qu'il est effacé, qu'il est mort, mais c'est faux, il était juste dans le vide, et il a réussi à revenir. Donc, quelque part, heureusement qu'il est revenu sans Bubble, sinon ça aurait été une torture éternelle. Ah, complètement. S'il n'avait pas appris du fait qu'ils l'ont supprimé et donc qu'ils ne voulaient plus de lui, ça aurait continué. C'est un peu ce que moi j'avais peur, parce que beaucoup de gens ont théorisé, on pensait que The Amazing Digital Circus était en fait une version soft alors je sais plus si c'est une nouvelle ou un roman, ceux qui connaissent me le diront, un truc qui s'appelle je veux crier mais je n'ai pas de bouche, et le speech c'est en fait une IA qui déteste les humains et qui les torture, et qui en torture un petit groupe comme ça constamment. Elle les empêche de mourir, elle les torture quotidiennement en leur faisant les pires horreurs, et eux, ils veulent essayer de s'échapper du contrôle de cette IA. Et c'est clair, ça ressemble clairement à une version dark de Amazing Digital Circus. Bah moi, Kane au début, évidemment, tout le monde le détestait parce que voilà, il pense qu'à une chose, c'est faire son aventure, etc. Le fait qu'on apprend petit à petit que c'est une IA et qu'il veut et qu'à la fin, il veut se faire pardonner, etc. et qu'il veut avoir une genre de rédemption. Bah moi, ça m'a fait quand même fait plaisir. Et le fait que Kane meure, même si j'ai appris par le spoil que Kane mourait, bah, je vais être un connard, hein. Mais j'ai plus pleuré quand Kane s'est fait tuer que quand Jax a été corrompu. Ah non! Je vais vous défendre tous les deux. J'ai trouvé ça très étrange que la corruption de Jax se soit fait en une transition. C'est vrai. J'ai trouvé ça étrange. Ça nous a un peu pris de court en mode. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça m'a embêté qu'il ait été effacé, mais en même temps, c'était quand même de visu, comme on a le point de vue de Pomni, c'était quand même l'antagoniste. Ah bah, oui. complètement. Mais après, puis aussi, vu ce qui se passe dans l'épisode 8, excuse-moi, on pouvait pas le laisser faire ce qu'il faisait. Là, ça partait beaucoup trop loin. Oui, je suis d'accord. Pour vous dire, l'épisode 8, je l'ai vu sur internet. D'ailleurs, Dina, t'as pas dû le voir, vu que tu m'as dit que quand t'as été au cinéma, t'as été un peu spoilé par l'annonce du poisson. Mm-hmm. Ah oui, le poisson, il spoil direct. Hein. Bah, il spoil, oui et non, parce que moi, comme je l'avais vu sur internet, je savais ce qui se passait, mais c'est vrai que... Enfin bref, l'épisode 8, quand on l'a regardé, ça a été un épisode assez stressant dans le sens où Kane était vraiment une menace, alors qu'avant c'était... un petit enquiquineur, un gars qui t'as envie de lui dire oui c'est bon, bah lâche-nous, on va jouer, on va s'occuper de nous tout seul, voilà. Oui. Que dans l'épisode 8, il devient vraiment une menace, et le moment où il disparaît, je regardais l'épisode avec mon frère, on était scotchés, et dès le moment en fait où Kinger dit je crois que j'ai tué Kane, on a été bouche bée en mode quoi? Et le moment où Zooble arrive enfin à jurer, ça a été cartoonesque, on s'est regardé en mode quoi? Ça nous a choqué de fou, cette scène. Alors qu'elle est simple en soi. Moi, à côté, j'ai fait oh non. J'ai entendu le putain de merde, j'ai pleuré. Moi, j'étais en mode, mais attends, qu'est-ce qui va se passer? Surtout que, vous l'avez découvert un peu plus tard, donc vous n'avez pas eu à attendre longtemps, mais moi, j'ai dû attendre quand même plusieurs mois
Oui, c'est mais vrai. qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver, bon sang? Maintenant, Ken n'est plus là, le cirque, il est instable, qu'est-ce qui va se passer? Les corruptions, est-ce qu'elles vont ressortir? Qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, ça a été il y a eu plusieurs scénarios et tout. Mini aparté par rapport à ça, mais parce que Amy, je crois que tu es d'accord avec moi, on n'en a jamais vraiment parlé tous les deux, enfin du moins peut-être pas en vidéo, mais Mickey, ton avis à toi aussi, sur par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'est pas mauvais quand une série sort en un seul coup trop vite en fait? Parce que regarde, Amy, le fait est qu'elle ait tout vu petit à petit, elle a vraiment eu le temps de s'attacher au personnage. Moi je suis attaché au personnage dont on parle actuellement que depuis 2 mois. Amy, ça fait des années. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté comme ça? Est-ce que c'est... Moi, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est... Ça, le monde de consommation est tellement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Parce que c'est vraiment dans le thème, hein. Parce que là, en fait, on a plus ou moins eu le choix, ceux qui s'y étaient intéressés assez tôt ou pas. Ah bah, moi, je sais que pour avoir découvert la série tôt, je l'ai vu évoluer. J'ai pu... donc, moi, forcément, comme tu dis, ça fait bien 2 ans que je m'attache au personnage, que je connais, que je fais des théories dessus. J'ai eu plusieurs théories sur Jax, par exemple, et des choses comme ça. Donc du coup, forcément, c'est peut-être plus profond pour moi que pour des personnes qui, comme vous, l'ont découvert il y a que quelques mois, c'est sûr. Bah, c'est vrai qu'on va en parler, mais par exemple, on va en parler plus tard. Mais tout ce qui concerne Jax, avant que la créatrice l'annonce, toi, on en parlera vraiment plus tard, t'avais vraiment une toute autre opinion. Et je me rappelle qu'on en avait beaucoup parlé tous les deux. Et j'étais pas d'accord avec ta théorie, mais je l'entendais totalement et je comprenais qu'elle soit possible. Mm-hmm. Après, il y a d'autres théories que j'ai eues avant, on va dire, les épisodes 8 et 9, qui avaient rien à voir avec la théorie dont je t'ai parlé ensuite. Mais oui, voilà, le fait d'avoir eu plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que l'épisode 2, il a mis un moment à ressortir. J'ai plus les dates exactes en tête, mais l'épisode 2 a mis un moment à sortir, et donc du coup, entre chaque épisode, on était en train de... Enfin, la plupart des gens qui suivaient étaient en train de théoriser, mais du coup, ça a ouvert un univers énormissime, quoi. Donc c'est vrai que... Évidemment. Tout serait sorti en un jour, et ben ça aurait pas du tout le même pouvoir. Hein. Ah bah pas du tout, non. Bah moi, je préfère comme ils ont fait Digital Circus par rapport à sortir tout l'épisode en mode fleuve, etc. Un peu comme un One Piece ou un Dragon Ball GT, etc. Bref, qu'importe. Je préfère qu'ils sortent un épisode tous les mois ou tous les 2 mois. Comme ça, les gens ont largement le temps de réfléchir, de théoriser, machin, etc. Je trouve ça quelque chose d'un peu plus passionnant et de palpitant et de donner envie à d'autres personnes de découvrir la série, de laisser le temps aux gens de regarder l'épisode, de réfléchir, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a pas été bon dans l'épisode, que les gens aient redonnent leur ressenti sur les réseaux sociaux, etc. Et que les gens font après des théories dessus derrière sur chaque épisode. Ça donne de plus en plus envie à des gens de regarder la suite par rapport à une autre série, genre je sais pas moi, les My Hero Academia qui sort en animé, etc. C'est des blocs qui sort tous les 6 mois, et pendant 2 mois tu vas avoir un épisode qui va sortir sur Crunchyroll. Bah l'épisode va sortir, t'auras qu'une semaine de théorie à faire sur le truc, alors que Digital Circus, tu peux avoir 2-3 mois à attendre à théoriser sur un prochain épisode. Ah, il faut complètement, c'était ça. Je trouve ça un peu plus intéressant, même si bon, marketingement, c'est mieux de sortir des épisodes toutes les semaines pour que ça fasse plus de trucs, mais je préfère largement... C'est relatif parce que, vu le merch qu'ils proposaient, il y avait de quoi faire, hein. Certes, il y a le merch derrière. Je ne dis pas le contraire. Mais je préfère largement voir un épisode tous les 2 mois et théoriser sur un épisode 2 mois que toutes les semaines avoir un truc de consommation. Ah oui, ah mais c'est pas ça ce que je te dis. Le merch, à la limite, ils faisaient des petites pubs pour le merch avec justement leur peluche, leur machin. C'est ça qui était drôle aussi. Oui. Glitch, voilà, c'était ça qui était drôle entre les épisodes entre guillemets pour leur dire vous inquiétez pas, c'est pas mort ou quoi. Ils nous montraient ils nous faisaient des sortes de mini épisodes avec leur truc de merch. C'était assez rigolo. Oui, je dis pas le contraire. Le passage juste après le dernier épisode qui est sorti où Yakouf
Kofmo et Ribik qui parlaient entre eux, puis que Jax il passait en mode Oui, voilà, ils faisaient sans arrêt des en mode petites fantôme et qui montrait toutes les peluches et tout. J'ai trouvé ça drôle, évidemment. Ça m'a presque donné envie de mettre de l'argent dedans, mais bon. J'ai vu en un mois et demi ce que des gens ont attendu 2 ans pour revoir leur épisode en complet. Donc, j'ai pas autant accroché qu'une personne qui ont gardé l'animé, enfin, qui ont gardé la série pendant plus de 2 ans. Oui, voilà, c'est... J'ai des amis, enfin, d'autres personnes qui ont regardé aussi Digital Circus. Il y a une personne une twitcheuse, que je dirais pas le nom pour pas faire de la pub, etc. Mais il y a une twitcheuse que je suis très souvent. Elle est allée au cinéma en tenue de Kane. Donc elle s'est cosplayée et tout en Kane. Et quand elle est sortie, du cinéma, elle allait sur Discord. Elle est sur Invocal. Spoil d'épisode final Digital Circus, plus merch. Elle a mis au moins 850 € sur les trucs de merch. Tellement. Bah, moi, je trouve que c'est bien si elle a les les moyens, que ça lui fait plaisir Ah et bah que ça c'est ça, encourage. oui. Hein. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un petit studio. Ah bah, hein. c'est complètement. Ça a pas été très très facile ça a été, ils ont eu vraiment beaucoup de pression sur les épaules, hein, pour plaire Ah, complètement. pour être sûr de plaire et tout, donc, et ils ont quand même réussi à sortir une série, qui n'est pas dans les mœurs habituelles d'une série, qui peut plaire à tout le monde, on en parlera plus tard, mais il y a, la grosse révélation de la fin, qui ont fait hurler de colère certaines personnes, hein. Tout simplement, je vous le dis, hein. Les gens qui s'étaient attachés à Jax et qui sont pas du tout des personnes qui soutiennent les LGBT, tout simplement, et qu'en gros qui ont vu ça comme un coming out, pas comme un coming out, mais comme une identité de genre forcée pour faire une forme de propagande LGBT, hein. Ça a été très loin, hein. Certaines personnes ont été très méchantes, hein. Quelle bande d'andouilles. J'en parle dans ma vidéo en disant que, voyez, là, ils ont été très intelligents, parce que je pense vraiment que c'est ce qu'a voulu faire la créatrice. Ils ont vraiment voulu à ce qu'on s'attache à la personnalité d'une personne avant de s'intéresser à son identité de genre. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent, parce que c'est clairement ce qu'elle a voulu faire, hein. Et j'espère que ça a ouvert les yeux à certaines personnes. C'est presque un autre sujet. Oui. Et que je voulais parler vers la fin. Mais je trouve justement que c'est en ça que ça en fait une série d'une intelligence et d'une écriture, mais exceptionnelle. Oui, bah, surtout que à cause de certains abrutis, la pauvre, elle a été dégoûtée de Digital Circus. Donc même s'il y aurait une possibilité d'une saison 2, parce qu'apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi ils penseraient faire une saison 2, mais elle se remettrait pas dedans. Elle dit même s'il me rappelle, je me remettrai pas dedans. Je ne veux pas. Je supporterai pas tout le stress, tout ça, la pression, et oui. Ah, mais dès le moment que tu sors quelque chose, je pense, c'est loin d'être la seule, hein, mais le nombre de créateurs qui sont fait dépasser par leur licence, c'est compliqué, hein. Dès le moment où les gens se l'approprient, Très souvent, quand tu regardes une série, une animé, etc., le problème, c'est pas le dessinateur, c'est pas le créateur, c'est la communauté. Ah, mais c'est certain. Ah, complètement. Parce que moi, je me rappelle, j'ai réussi à pas me faire spoil quand ils ont annoncé le dernier épisode de Digital Circus, parce que je sais que sur Twitter, sur Facebook, machin, etc., il y a eu énormément de shorts qui ont essayé de tout faire pour spoiler ou faire créer des drames, machin, etc., sur le dernier épisode sous prétexte oui, et encore ça, la communauté Digital Circus a encore été assez correcte. C'est que dès que les leaks ont Je dis pas que c'était une des pires, je dis juste qu'à un moment donné, il y a eu un petit drama qui a bien poussé, et que j'ai vraiment eu peur de mon côté de me faire spoil de ce qui se passait, etc., et que la pression était tellement immense que c'était une des raisons principales que dès que la créatrice a annoncé le dernier épisode de Digital Circus, qu'elle allait arrêter cette série, parce qu'elle savait très bien que si elle continuait, elle allait encore avoir les gens derrière qui se plaignent sur pourquoi Jax est mort, pourquoi telle personne ils sont comme ça, pourquoi ils sont avec cette personne, parce etc. Parce que les gens ne veulent plus, ils veulent ce qu'ils veulent, enfin, ils veulent voir ce qu'ils veulent au fond d'eux. Bah oui, mais bon, les vieux Disney, les vieux dessins animés... Les gars, ça sert les fanfictions. Bah oui, enfin, Mufasa aurait pas été mort, il y aurait pas eu de Roi Lion.
personne voulait qu'il meure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait eu du coup, vous avez la magnifique série des Rois Lions sur Disney+. J'espère que vous êtes satisfaits. Non, mais c'est vrai. La fin, donc, c'est vraiment une fin douce amère. On est d'accord. C'est vraiment, complètement. Enfin, je sais pas si vous connaissez Black Mirror, mais pour le coup, Moi, si non. on prend du recul, la série n'est pas originale du tout. Mais alors pas du tout, parce que on est vraiment, enfin je vous le dis, je l'ai dit dans ma vidéo, il y a minimum dans la série Black Mirror 5 épisodes entièrement dédiés au fait qu'il y ait des copies numériques de certaines personnes qui sont on va dire soit torturées, soit esclavagées, soit, enfin voilà, vraiment. Et il y a cette espèce de truc où vraiment c'est quand même doux amer, et c'est pour moi l'un des seuls défauts de la série, peut-être même le seul, c'est que quand les personnages apprennent qu'ils ne pourront jamais sortir, qui est vraiment aucune réaction. Après, tant mieux, enfin, tant mieux, oui et non. Pomni, elle se dit tout de suite, ben non, moi je suis Pomni, je suis une autre personne. C'est nickel, mais pour moi, c'est arrivé trop vite. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un qui se dise, on est coincé ici à jamais, vous voyez, il y a vraiment tout un côté, il y a vraiment, et puis du coup, on comprend Jax, du fait est que, bah lui, il est beaucoup mieux dans ce monde où il a pas vraiment de sexe en fait. Alors oui, il est genré masculin, mais voilà, il a vraiment pas les problèmes de la vie de tous les jours. On en parlera un peu plus tard exactement de Jax, mais voilà, c'est quand même doux amer. Est-ce que pour vous, ça vous a fait, rassurez-moi, enfin je sais que Jotis, avec qui je l'ai vu, était d'accord avec moi sur le fait que c'était vraiment presque illogique par rapport à tout le reste qui était très sérieux et très logique, qu'il n'y en ait aucun qui ne soit pas limite corrompu juste par ce fait en fait, parce que c'est terrible de savoir ça. Je dirais pas illogique, mais je suis d'accord avec toi que c'est vrai que ça a pas été travaillé. Je crois que c'est fait exprès par Goosework pour justement pour pouvoir travailler sur le reste, plutôt que parce qu'elle avait pas de temps en fait. Je pense qu'elle avait pas le temps de faire ça correctement avec tout ce qu'elle voulait faire ensuite. Parce que l'épisode 9 est quand même chargé, hein. Faut dire ce qui est. Ah, c'est sûr. Il est chargé, absolument, ça c'est sûr. Si tu as raison, ce qui est tout à fait possible, c'est dommage parce que pour moi, c'est vraiment le truc qui aurait pu faire en sorte que la série soit parfaite. Et crois-moi, enfin, par rapport à mon âge, par rapport à mon expérience, dû à plein de choses, par rapport à tout ce que j'ai vu et tout ça, je suis quelqu'un qui est devenu très chiant à satisfaire. Et elle y était. Et pour moi, non, franchement, je garde un gros 95% de satisfaction. Mais c'est juste dommage pour ce point. Attention, je suis pas en train de dire c'est gâché. Je suis en train de dire ça. Pour moi, ça aurait vraiment pu être parfait s'il y aurait eu au moins un personnage, n'importe lequel, qui aurait pété un câble. Parce que quoi, on est coincé la vie, mais je suis pas vraiment moi, mais je suis. Enfin voilà, tant mieux ce qui se passe au final. C'est un peu ce que fait Jax, mais de manière pas directe en fait. C'est vrai. Maintenant que pendant que j'étais en train de parler, j'ai réalisé ça aussi, mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus son point de vue là-dessus. Mais oui, je suis d'accord. C'est vrai. Mais en fait, vous m'arrêterez si vous pensez le contraire, mais je pense en fait que bon, Jax était au bord de la corruption, ça on le savait tous. Mais je pense que vraiment ce qui l'a fait basculer, c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça qui l'a fait basculer, parce que si tu regardes, tous les autres ont un moment de désespoir quand même s'il est assez passé sous silence. Il y a un moment où on les voit tous, tu te dis purée, il y en a un qui va, lequel va sauter en premier. Ouais. C'est un peu bizarre. Il est dit comme ça, mais c'est marrant. Mais oui, c'est ça, tu es en train de te dire, purée, attends, il y en a un qui va passer par la corruption à un moment, c'est lequel qui va le faire en premier? Et en fin de compte, ils arrivent plus ou moins à passer ça. C'est vrai que c'est un peu passé vite, mais le seul qui arrive pas à passer outre ça, c'est Jax en fait. Les autres arrivent plus ou moins à se rapprocher de chacun, à refaire le groupe et à se dire, allez, il faut qu'on essaie quand même d'aller de l'avant. Que lui, il n'y arrive pas. Ah mais ça c'est sûr. Quand on regarde bien. Il a été trahi. Depuis des années. Et le fait de se dire, je suis un personnage. Je suis un personnage. Je joue un personnage qui doit être toxique, etc. pour éviter de me faire aimer, machin, etc. Mais intérieurement, il le sait que ce qu'il fait, c'est mal. C'est ça. Il était complètement bloqué. Il ne pouvait. Si début d'épisode 8, ils sont en train de pleurer par rapport à la canne, etc. Blablabla. Bref, ils commencent petit à petit à se regrouper pour reconstruire le bâtiment, machin, etc. Si, je dis bien si, Jax arrivait.
et qui commençait à renouer un truc d'amitié, machin, etc., j'aurais trouvé ça bizarre. J'étais quand même plutôt satisfait de me dire, et il s'est dit, non, rien, laissez tomber, il a fait demi-tour, il est reparti tout seul de son côté. C'était une réaction logique. Et ce qui c'était une réaction du coup, c'est qui est du coup logique, l'ellipse juste après, on le voit corrompu parce que clairement, il n'aurait pas tenu plus longtemps. C'est ça. On aurait aimé autrement, mais c'est logique. C'était logique. Par contre, le passage où j'étais d'accord, c'est la fin, je la trouve bâclée et mal écrite. Je dis pas. Oh, bâclée, non, mais bon. Je ne dis pas qu'elle aurait été mieux, mais le passage d'accord, on comprend que on est dans deux univers. L'univers où on est humain avec le casque, machin, etc. et l'univers Digital Circus. Ces deux parties séparées, ok, d'accord. Mais vous pouvez pas, nous laisser, une petite, un passage d'une minute 30 en mode, où est-ce qu'ils sont vraiment les personnages, pas le passage avec le bus. Clairement, on sait que c'est pas du tout le passage qui impacte directement Digital Circus. Le passage où ils sont tous endormis, etc., avec le casque. J'aurais aimé voir ça. Mais il n'y a pas ce passage. Non, mais t'as pas compris alors. T'as pas compris la série alors, excuse-moi. Dans ce cas, je vous écoute. Mais en fait, ce ne sont que des copies. Ça veut dire qu'ils ont mis, les vrais humains ont mis le casque sur leur tête un certain temps, mais ils l'ont enlevé. Et ça fait des années, ça se trouve, qu'ils vivent leur vie. Et leurs copies sont enfermées dans le cirque. C'est une copie. Et ils ne peuvent pas la voir. Ils ne savent même pas que la copie existe, en fait. La copie a été faite, et ils ne savent même pas qu'elle existe, ils ne savent même pas qu'il y a une partie d'eux qui est en train de vivre dans le cirque et qui est en train de souffrir et qui essaie de sortir alors qu'elle ne pourra jamais. Ah, c'est donc les copies d'Internet. J'ai compris. Oui, c'est ça qui est tragique. Non, moi, j'avais pas compris ça. Après, attention, dans le sens où c'est vrai que c'est expliqué assez rapidement. Enfin, moi, je l'ai compris. Oui, c'est un peu bâclé. C'est un peu rapidement, mais moi, j'étais pas. Ah oui, donc c'est vrai que t'as pas du tout. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais du coup, c'est vrai que tu vas voir la série. Enfin, ça doit tout se retourner dans ta tête maintenant que tu te dis ça. Oui. Parce que oui, à la fin, ils se retrouvent tous dans la vraie vie, là, à l'arrêt de bus. Mais pour eux, en fait, leur vie ont continué. On sait pas comment ça s'est passé. Ils savent même pas qui sont les autres, en fait. Mais c'est ça qui est tragique. Pour moi, c'est en mode une autre histoire continue. Genre, ils ont été payés pour pour peut-être jouer à un jeu vidéo ou un truc comme ça, mais en fait, ils ont été scannés et ça a été dans un petit dossier. Et une intelligence artificielle a réussi, enfin qu'ils ont créé, qui était fait totalement pour faire autre chose, a été dans les trucs et s'est amusé avec les scans cérébraux. Et comme je vous dis, c'est à la fois mieux fait que les Black Mirror parce que c'est toute une série sur un concept, mais en même temps, voilà pourquoi pour moi c'était pas original, parce que à peu près tout ce qui se passe au niveau de la torture, au niveau de comment est-ce qu'on va sortir au moment où non mais je suis une vraie personne, etc., et ben tout ça, je vous jure, si vous regardez Black Mirror un jour, ça a été traité. C'est vraiment avec beaucoup de recul, on se rend compte que, après attention, c'est pas une critique, hein, parce que il y a des milliers de façons d'interpréter une histoire, mais voyez ce que je veux dire, quoi. Oui. Après, moi, je l'ai compris assez vite parce que quand l'épisode 8 est sorti, du coup, en attendant l'épisode 9, l'épisode final, il y en a beaucoup qui ont théorisé et puis il y en a un qui a sorti, mais ça se trouve, c'est que des copies. Ça se trouve, c'est que des copies, ils sont pas vrais. Et du coup, c'est une théorie qui a tourné sur les réseaux pendant un moment. Et il y en a beaucoup qui étaient en mode, mais c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire ça, que c'est que des copies, c'est pas possible. Et là, c'était que des copies. Moi, j'avoue que j'ai été un peu dégoûtée quand Kinger a fait comprendre qu'il n'était en fait que des copies. C'était en mode, oh non, purée, pourquoi ils sont partis là-dessus? Parce que moi, j'étais comme une Mickey, j'attendais de voir le moment où ils allaient se réveiller et à comprendre comment ils ont tenu. Ils sortent tous de la pièce individuelle dans un grand couloir. Tout le monde sort de chacun non, pas leur forcément tour ça, mais en ouvrant la porte. Et après, ils comprennent, ils sortent, ils se regardent autour et ils se disent les prénoms de chacun des personnages qu'ils avaient. Et là, rassemblement, gros câlin, allez, on va se boire une bière. Enfin. Oh, peut-être pas comme ça, mais oui, j'aurais aimé un truc plus où ils arrivent à sortir et à retrouver leur vie, mais parce que ça aurait été entre guillemets plus spectaculaire dans le sens où comment ils ont réussi à emprisonner leur conscience, voilà. On aurait eu un gros reveal. Moi, c'est vrai, je me disais, est-ce qu'ils sont enfermés quelque part, enfermés par quelqu'un? Est-ce que c'est des tests? Enfin, c'était infini les théories qu'on pouvait se faire, quoi. Ah bah complètement, là, c'était...
Celle-là, et justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, elle est satisfaisante, mais elle est amère. Oui, voilà. Exactement. C'est ça, Il y a énormément de gens qui ont trouvé la fin amère. Et il y a plein de gens qui ont détesté cette fin et qui ont trash talk, je suis sûr et certain, la productrice en mode mais pourquoi vous avez fait ça, c'est scandaleux. ouais. Bon. Ben moi, je trouve que c'est génial. Parce que justement, je me suis dit, ah d'accord, mais c'est ça qui est bien. Est-ce que vous avez remarqué quand même que Kane, c'est une intelligence artificielle, il a créé d'autres intelligences artificielles, et j'ai trouvé qu'il y avait un symbole super important dans le fait de la lune. À la fin, elle lui dit « je t'aime », et Kane lui dit « mais je t'ai pas programmé pour dire ça », et elle dit « je sais ». Est-ce qu'il y a vraiment un côté où on sait, Émile a déjà dit, que ça peut pas être des consciences réelles, parce que c'est des IA, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où vraiment il y a un développement, et on nous montre encore une fois la puissance de Kane de pouvoir créer la vie, parce que ça veut vraiment dire que la Lune éprouve un sentiment. Très rapidement, hein, c'est vraiment un petit point que je voulais parler, la Lune. Bah, il y a la lune, mais il y a aussi Gumigo dans l'épisode 2, le crocodile. Quand il découvre qu'il n'est qu'un PNJ, il a vraiment un moment où mais pourquoi je vis? Pourquoi je vis si tout ce que moi je pensais être vrai est faux? Il a un peu, en fait, j'ai l'impression qu'il a ce que les personnages auraient dû avoir en découvrant qu'ils ne sont que des copies. Alors maintenant, nous allons parler rapidement de quelque chose qui est arrivé tout doucement, mais que les gens ont accepté parce que c'était très discret. C'est donc les personnages LGBT. Nous avons donc Gangle et Zooble, et c'était très discret, mais c'est officiel, hein, les deux personnages sont en couple. Oui. Et puis plus tard, on apprendra que Zooble est non-binaire. Donc il y a tout ce côté-là où, encore une fois, les gens ont pu s'attacher à un personnage et se dire « Ah non, c'est encore un LGBT, oh c'est woke, oh là là, je pensais pas que la série était woke. » Et oui, un peu comme Asbin Hotel, c'est ça quand on voit pas la couleur de peau des personnages ou leur sexualité en un regard. Non mais c'est vrai, et du coup, bah oui, Oui, tu oui, t'es t'as attaché raison. à une personne, parce que tu t'attaches à une personne avant ce qui se passe dans sa chambre, et tu te rends compte, pour le coup, bah, j'ai trouvé que c'était super intelligemment fait. Qu'est-ce que vous Après, pensez de ça? Zooble, on le sait quand même assez rapidement qu'elle est non-binaire, parce que en fait, c'est tout le jeu de son corps qui a pas de genre, si tu vois. Elle a une voix, enfin, a une voix plutôt féminine, mais son corps ne ressemble pas à une femme, son corps ressemble à rien, excusez-moi le terme. Oui, ah non, Son mais corps c'est ne ça. ressemble à rien. Dans l'épisode de 3, je crois. Oui, c'est l'épisode du manoir hanté où elle a un moment avec Kane où il joue le psychiatre. Et elle le dit, en fait, elle n'arrive pas à accepter son corps. Donc c'est vraiment ça, en fait. Elle est non-binaire et c'est pas vraiment quel genre elle est. Et donc c'était dit dès le départ, si tu veux, hein, Moi, j'ai qui elle était compris comme aussi ça. dès le départ qu'elle était pas binaire. Enfin, qu'elle était pas binaire. Et c'est plus ou moins développé ensuite, et on installe petit à petit la romance avec Gangle. Oui. J'avais compris ça assez rapidement, en fait. D'accord, ok. Bah, bizarrement pas moi, mais c'est peut-être parce que j'ai regardé les épisodes et la suite. C'est vrai C'est que ça... possible. Bah, moi, j'ai regardé la suite et j'avais compris, hein. Comme quoi. Bah, dis-le que je suis con, t'es viré. On rappelle la fin que j'ai pas compris. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Voilà. Ah, donc, ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il évoque qu'il y a deux moments, ça, que c'est des copies virtuelles. Et c'est vrai que tu le comprends un peu plus après quand tu vois Kane créer le truc. Mais en rapport avec ça, Kane le dit bien qu'il a créé les corps en rapport avec la personnalité. Qu'est-ce que vous en pensez et comment? Parce que ça, Amy, tu dois être tout émoustillé, parce que ça crée des théories de fou. Ah bah complètement. Pourquoi Ribbit est une grenouille? Pourquoi Pomni est une bouffonne? Le problème de Ribbit, c'est que je peux pas savoir parce que on ne l'a pas beaucoup connue. On ne sait pas exactement son passé à elle. Oui, bien sûr. Mais par exemple, pour les personnages de Ragatha est une poupée, mais parce qu'elle était manipulée par sa mère, en fait. Elle a été manipulée, donc elle a dû jouer la poupée. Donc inconsciemment, dans sa tête, c'était une poupée. Donc quand Kane a utilisé son code, il a fait d'elle une poupée de chiffon. Bah oui. Pour elle, c'est ça. Kinger et Queenie, je pense que ça devait être par rapport à leur boulot. Ils devaient être genre les chefs. Créateurs. Donc, les créateurs, voilà, les c'est chefs. resté. Alors Scratch, par contre, j'ai pas compris pourquoi c'était un chien alors que c'était lui le créateur avec Kinger. Mais Kinger roi parce que oui, ça doit être lui qui a créé les bases. Et puis Queenie, comme c'était sa femme, ça a été la reine. À ce niveau-là, Le clown, ça peut être un peu comme Pomni, j'ai oublié son nom, Lotso, un truc comme ça. Kofmo? Non, Kofmo. Kofmo. Ouais.
Voilà. Franchement. C'est un peu comme Pomni, c'est un peu des parce qu'ils sont extravagants, un truc comme ça, non? D'après Peut-être. toi. Après Kofmo, le problème, c'est que pareil, on le voit qu'à travers les flashbacks de Jax, et donc on n'a Oui, pas oui. vraiment un gros développement de lui aussi. Mm. Mais peut-être, oui, que c'était ça, que c'était peut-être un bout en train, qui essayait de comment d'aider les autres, de faire en sorte que tout le monde se sente bien, et puis du coup, il avait cet avatar de clown. Zooble, c'était C'est sûrement ça. par rapport au fait que, comme la grande majorité des non-binaires détestent être mis dans des cases, donc du coup, un peu le côté polyforme, métamorphe. Oui, c'est ça. Peut-être, d'après toi, je te demande. Bah Ouais. oui, c'est clairement ça en fait. Zooble n'arrivait pas à s'identifier d'une certaine manière. Du coup, Kane lui a offert un corps elle peut changer à sa manière. C'est pour ça qu'elle a plusieurs membres, plusieurs bras, plusieurs trucs. La seule chose qui change pas, c'est à la limite, c'est la base de son corps et sa tête. Mais à part ça, elle peut mettre elle peut changer de bras, elle peut en avoir plusieurs. Elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment du fait que, comme elle était non-binaire, elle savait vraiment pas dans quelle case se mettre. Donc Kane n'a Et pas pu lui faire un Ganguel, avatar. comment tu l'expliques? Alors, c'est très théâtral, c'est très des masques, ouais. Oui, c'est le fait, on le voit ça dans l'épisode du fast-food, c'est qu'en fait, Ganguel, dans son ancienne vie, elle portait un masque tout le temps. Elle, ce qu'elle aurait voulu faire et ce qu'elle ce que sa vraie vie arrive à faire après, c'est elle voulait partir sur de l'artistique. C'était une artiste, mais le problème c'est elle n'osait pas se montrer, donc elle se cachait derrière un masque. Elle faisait ce qu'elle fait dans l'épisode 4. Elle met un masque, tout le monde la pense forte ou quoi, mais à l'intérieur elle est brisée en fait. Donc c'est vraiment ça. Elle a les deux masques. Elle a un masque joyeux qu'elle porte dès qu'elle peut, mais dès que celui-ci se brise, elle ne peut plus se cacher, et c'est pour ça qu'elle est très renfermée sur elle-même aussi, qu'elle a tendance à faire de la toute timide et tout, parce que le masque qu'elle porte dans le cirque, il est très fragile. Ah oui, mais tout à fait. C'est vraiment ça en fait. Ganguel, c'est vraiment ça. Et enfin, le personnage, donc comme on a dit, sûrement un des plus populaires et un des plus controversés, dans tous les sens du terme d'ailleurs, le personnage de Jax, donc aussi bien pour son apparence que pour le côté que c'est un personnage trans, et qu'on le veuille ou non, ça a été, même si ça a fait l'objet de beaucoup de théories, je sais pas si je suis content ou pas que la créatrice l'a vraiment dit, en fait. Elle qui voulait éviter la pression et tout, ça a dû lui en apporter un petit, parce qu'au final, elle aurait pu garder le côté évasif, et au final, elle ne l'a pas fait. Elle a précisé vraiment quelque chose. Elle a vraiment dit, voilà, c'est un fait, c'est comme ça, mais elle l'a dit en dehors de la série. Donc pour beaucoup de gens, c'est pas canon. Pour d'autres, ils disent, haha, on vous l'avait bien dit. Donc voilà, et surtout donc par rapport à sa forme qui est très spéciale, parce que Jax n'est pas un lapin. Jax est une forme de, on va dire un squelette, mais on va dire quelque chose d'humanoïde, mais d'informe avec un costume. Et c'est là où Amy, tu vas pouvoir bien nous dire qu'en fait c'est très 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 symbolique d'un personnage trans, et d'autant plus qu'il n'a jamais pu vraiment faire la fin. Je parle de sa transition, mais de sa transition et de son évolution dans sa tête pour être prêt à faire quoi que ce soit, quoi. Dis-nous tout. Oui, dis-nous tout. C'est toi aussi qui me l'a fait remarquer, mais c'est vrai que on le voit dans l'épisode 8. Jax est vraiment un personnage qui a peur du regard des autres, et qui donc du coup s'affiche en mode si c'est moi qui me montre, ils vont pas chercher. Et donc du coup il se comporte comme un abruti. On va être un peu fort dans les mots, mais c'est poli. ça. Ouais, mais t'es poli. Il se comporte vraiment comme un abruti, à faire le mec ultra viril, parce que je pense, ça c'est mon interprétation, mais je pense vraiment que dans sa vie, lui, il avait peut-être plus des pensées, on va dire, tirées vers le féminin, parce que vu ce que Goosework a dit, il aurait très bien pu faire une transition. Leroy aurait très bien pu devenir une femme, mais le problème c'est que, disons qu'il n'a vraiment pas été soutenu, qu'il n'a vraiment pas eu le soutien qu'il aurait dû avoir en fait. Et du coup, il s'est renfermé sur ses idées
qu'on lui a bourré dans la tête un homme viril, machin et tout. Donc il a adapté ce personnage à ça. Et son personnage, il l'a adapté par rapport à ça. Donc il fait le mec ultra viril, ultra confiant et tout, parce que c'est ce qu'on lui a demandé d'être. Alors que si on le laissait, comme ce qu'a commencé à faire Ribbit, mais qu'il a repoussé, et ben il aurait pu être complètement différent. Mais il n'a eu aucun soutien. Il était tellement touchant ce moment où il le dit pas directement, mais où il dit en gros qu'il était tellement en colère après sa mère qui lui a dit quelque chose, et on suppose, bon maintenant on a la confirmation de la créatrice, donc on peut pas le nier, la confirmation qu'il a sûrement dit à sa mère, bah tu vois, au fond de moi, je me sens femme. Et là sa mère, elle a pété un câble, et après elle a compris, elle a pris dans ses mains, et il était tellement perturbé au final de sa réaction qu'il savait pas comment gérer ses émotions et qu'il a poussé sa mère. Mais c'est super puissant, c'est super fort comme message. Complètement. Moi, j'ai pas compris qu'elle l'avait accepté, si tu veux. Moi, j'avais compris qu'elle a pété un câble en mode « Non, tu peux pas dire ça, t'es un homme, machin ». Et que le fait qu'elle le prenne dans ses bras, c'est pas qu'elle l'accepte, c'est plutôt genre « Ne t'inquiète pas, on va arranger ça ». Mais pas je t'accepte ». Maintenant que tu dis ça, ça me fait retourner la tête. Ah, excuse-moi, mais moi, quand j'ai écouté le truc... Bon, déjà, j'avais pas forcément compris l'histoire qu'il pouvait être trans. J'avais compris qu'il pouvait aimer les choses féminines, mais pas forcément transsexuelles. Moi, j'étais pas partie là-dessus. Mais quand j'ai eu le truc et qu'il a dit qu'elle avait pété un plomb et qu'après elle l'avait serré dans ses bras, moi, j'ai visualisé tout de suite une conversation où elle lui disait « T'inquiète pas, on va arranger les choses, on va te rendre normal ». Alors que c'est pas normal. Ah bah du coup avec ton je sais pas si je crois plus ma version que la tienne, mais c'est vrai que les deux se tiennent, hein, les deux peuvent être possibles. Hein. Les deux se tiennent, c'est pour ça. Moi, ça m'a fait clairement ni chaud ni froid. Hein. Franchement, bah, c'est très bien. C'est très bien aussi. Franchement, hein. comme dirait McDonald's, venez comme vous êtes, hein, et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais c'est en fait le truc qui est fou, c'est vraiment cette série. Elle a des thèmes cachés ou non sur la santé mentale, sur l'identité, sur la solitude, sur le traumatisme. Tout ça, sans que dans les premiers épisodes, surtout pas le premier, ça en transparaisse. Ça montre la puissance du truc. Parce que Jax, c'est pas le personnage principal, mais c'est le personnage le plus profond et le plus fort en émotion, quoi. Ah, complètement. Je pense que, bon, comme je dis, je peux pas choisir entre lui et Pomni, mais je pense que c'est un des personnages auquel je peux m'identifier le plus. Même si je suis pas transsexuelle, je suis pas transgenre, moi, au départ, je voyais Jax plutôt comme quelqu'un qui avait été harcelé, moi. Et je pense que ça a été un peu le cas, même si son mal-être venait plutôt du fait qu'il se sentait femme au lieu d'être un homme. Mais moi, je me suis beaucoup identifiée à lui, j'ai beaucoup reconnu certaines de mes réactions dans les siennes une fois que j'ai compris qu'il avait pu être harcelé, parce que c'est vraiment un personnage profond et qui se cache en fait. Mais est-ce que tu aurais pas préféré, toi qui es théoricienne, moi, parce que même moi, je suis pas certain. J'ai envie de dire, bien fait pour les transphobes, etc. Mais d'un autre côté, je me dis pour l'histoire, c'est quand même, il me semble, la seule chose qu'elle a précisée en dehors du lore, comme en dehors de la série, c'est est-ce que t'aurais pas préféré que la créatrice ne dise rien sur ça, pour laisser un maximum d'ouverture, tu vois ce que je veux dire, pour laisser un maximum non, pas vraiment. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi, ça me dérange pas vraiment, dans le sens où on en fait ce qu'on en veut de cette info. On veut la croire, on la croit pas. Par exemple, il y en a qui lui ont demandé, mais si Jax était trans et qu'il avait la possibilité de faire sa transition après, genre ils arrivent à leur faire revenir d'abstraction et du coup ça permet sa transition, enfin tu vois, les discussions qu'on peut avoir. Il y en a qui lui ont demandé, mais si il arrivait à la faire, est-ce qu'il changerait de nom ou est-ce qu'il garderait le nom de Jax comme si c'était un trophée, quoi. Et elle leur a dit, elle changerait pour Gretzdage, je te dis, non à coucher avec un ticket, juste pour énerver les autres. Mais après, elle le changerait pour quelque chose de plus simple, comme Lilith ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord, ok. Lily. Elle, après, voilà, elle donne les infos. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui, après que Transfemme Jax a été annoncé, qui ont, par exemple, donné le nom de Daisy, en référence à la chanson Daisy. Ah, oui.
Il y en a plein qui lui ont donné du coup ce prénom de une fois qu'il aurait fait sa transition. Qu'elle le précise, moi perso ça me dérange pas, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Elle a fait son lore, elle le propose. Vous en faites ce que vous voulez les mecs, c'est ça le but du jeu. Ça apporte une profondeur de taré au personnage, et si on a envie de creuser, eh ben on est super content. Si on n'a pas envie de creuser et puis qu'on se dit oh Jax c'est un garçon, eh ben tant pis pour vous, vous avez pas compris le personnage et vous avez pas compris pourquoi est-ce qu'il a autant souffert. Voilà, c'est tout. Pour en terminer rapidement sur Jax, d'ailleurs, il y a énormément de passages où quand Pomni elle rentre dans la corruption, où on voit plein de trucs qui pourraient justement être voués à ça. On voit plein de Jax, on voit un Jax qui est attaché à un piano, qui du coup se sent forcé de jouer un jeu. On voit un Jax qui a l'air totalement éveillé, on voit un Jax qui est totalement perdu, on voit un Jax enfermé, on voit, voilà, il y a plein de choses comme ça. Oui. À quel point le personnage de Jax était profond dès le départ, c'est que bien avant, dès l'épisode 2, les gens se sont même demandé si Jax était réellement un humain. Il y a eu une théorie pendant longtemps que Jax aurait pu être un PNJ comme Gummigoo. D'accord. Il y a une parce qu'en fait, si tu veux, quand les merch sont sortis, il y a eu des pins, des personnages, et le pins de Jax, en fait, il était pas dans sa chambre. Parce que les autres personnages, ils avaient dans leur chambre, dans leur Kinger, c'était dans son fort et tout. Et Jax, lui, c'était en plein milieu du cirque. Et les gens se sont dit, mais pourquoi il est pas dans sa chambre? Et après l'épisode 2, en fait, Jax a eu beaucoup de moments où il ne semblait pas agir comme un humain. Par exemple, quand le camion est secoué, sa tête ne bouge pas. Quand le camion tombe, lui, il est debout dessus, il en a rien à fiche. Il a vraiment une logique cartoonesque. Et les gens se sont demandé, mais est-ce qu'il est vraiment humain? Ou est-ce que c'est un PNJ comme Gummigoo, mais qui a réussi à échapper au scanner de Kane? Et que du coup, ce serait peut-être lui qui cause les problèmes, dans le sens où c'est un PNJ qui est au milieu des humains et il fait glitcher tout le bazar. C'est vrai qu'il y aurait totalement pu avoir un truc du style en plein milieu, vraiment un personnage un peu infiltré ou un truc comme ça, ça aurait pu. Ça a été une grosse théorie sur Jax, et puis du coup, c'est pour ça que le personnage de Jax est profond, c'est que tu te rends compte dès le départ qu'il y a quelque chose à faire avec lui, quoi. Mais Amy, du coup, on va te fâcher, là. T'es en train de nous dire que pendant 2 ans, il y a eu plein de petites théories et tu nous as même pas fait une petite vidéo. Mickey, je veux dire, c'est... Ok, je ferai ça au taf et puis je verrai la photo. Ah oui, mais évidemment, bon, je ferai pas, sinon je vais faire gronder. On en a beaucoup parlé avec Amy parce qu'en fait, elle avait pas osé, mais moi je lui ai dit, mais t'en fais pas, les successeurs, ça a toujours été animation de façon générale, donc voilà. Après, rien n'empêche que je peux les développer dans une vidéo plus tard, hein, si ça intéresse les gens, mais voilà, elles sont peut-être plus trop à jour, moi, mais oui. Hein. Moi, je la veux. Hein. Je veux le retour de Amy, hein. Vous, quel est votre moment marquant? Là, bon, je sais que la série est relativement fraîche à un moment où on tourne ce podcast, hein, mais là, quand vous pensez à Digital Circus, votre moment marquant, pas forcément un bon moment, mais un moment qui vous a marqué. Il y en a plusieurs, moi, en fait. Hein, Moi, c'est le. Après, c'est beaucoup. Je vous le dis tout de suite, tant que vous réfléchissiez, c'est surtout toutes les révélations autour de Jax. C'est quand on se met dans le regard de Jax et qu'on sort de lui. Et c'est très imaginatif, justement, le moment où enfin il avoue des choses à Ribbit et que la caméra sort de lui comme s'il était enfin libéré. C'est tout ce moment, ce long monologue m'a vraiment touché. Voilà, à vous. Ce moment, forcément, il m'a touché, même si je l'avais pas compris comme toi, vu que moi, comme je te dis, j'étais plutôt partie sur l'histoire du harcèlement que sur l'histoire de la transidentité. Mais c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que ce qui s'est passé à ce moment-là entre eux, enfin entre Ribbit et Jax, c'est quelque chose qui m'est arrivé en fait. C'est une révélation. C'est vraiment une situation qui m'est arrivée à 80% de semblabilité, si ça se dit, je sais pas. Donc c'est peut-être pour ça. Mais on va pas en parler là parce que ça va peut-être être ce serait trop long. Peut-être que tu en feras une petite vidéo ou qu'on en fera un podcast dédié. On sait pas, on verra. Tu verras. Je te force à rien. Mais c'est vrai que le point de vue que tu me disais, où c'était le contraire pour toi, eh ben je trouvais que ça se tenait. J'étais toujours sur mon avis à moi, mais moi je suis quelqu'un qui des théories, je les prends bien. Je suis ouais, c'est intéressant. Je suis pas agressif. Pardon, continue. Ton moment marquant. Je parle. Après, je pense qu'un des premiers moments qui m'a bien marqué, c'est le moment dans l'épisode 2
avec Gummigoo et Pomni, où c'est vrai. le PNJ en fait se rend compte qu'il n'est rien, qu'il n'est qu'un jouet, que ce qu'il pensait être vrai est faux. Tout ça, et en fin de compte, c'est le fond de la série quand on y réfléchit. Tout à fait. Dès l'épisode 2, on a eu le fond de la série. On avait la réponse, en fait. On avait la réponse, mais comme on était dans l'idée que c'était des humains qui étaient prisonniers quelque part, on le voyait pas. Parce que Pomni, quelque part, c'est une PNJ. Il faut dire ce qui est. Oui, il faut dire ce qui est. C'est une PNJ. On suit aucun humain depuis le début. C'est une copie d'humains, donc ils sont humains dans leur réaction. Oui, dans leur âme, parce qu'ils ont pas été ils ont pas été programmés pour ça. Ce qu'ils ont dans leur code, ça a vraiment existé. Mais en fin de compte, ce ne sont que des données. Évidemment. C'est horrible dit comme ça, mais c'est le cas. Un des passages qui m'a le plus marqué, je pense que ça va être le moment quand on a Kinger et puis Pomni qui sont dans le couloir des damnés et qui commencent et que Kinger commence à parler un peu de son passé, machin, etc. Dans l'épisode 3. Ça m'a accroché au cœur. Juste avant, j'étais tellement chié dans mon froc avec le cri du monstre. J'en pouvais plus. La première fois que j'ai entendu, j'ai mis en pause, j'ai lancé mon téléphone à l'au bout du truc, j'ai attendu 15 minutes pour me calmer et après je suis revenu dessus. Mais cet épisode m'a traumatisé aussi. Mais n'empêche, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, quelle honte à nous. On peut quand même noter que c'est vrai que le contexte est super, c'est le fait que ils peuvent aller dans des univers différents à chaque épisode et du coup il y a des animations différentes, du 2D, du 3D, de l'animation un peu à la PS1, le vieux polygone, enfin ça déjà c'est génial. Ça a été une des raisons de pourquoi j'ai accroché la série, hein. Le fait que c'est pas un seul style graphique, c'est plusieurs styles mélangés et bien orchestrés. Dans vos deux moments marquants à vous feront facilement partie de mon top 5, franchement. Donc c'est compliqué de choisir un seul. Il y a eu plein d'éléments marquants. Il y a eu plein d'éléments marquants au fil des... Tu peux choisir un épisode, t'as littéralement un fait marquant qui a été décisif pour la suite du truc. C'est comme si tu faisais une tier list d'un fait marquant tier list des épisodes en te basant sur un fait marquant. C'est difficile. Bah oui. Et puis plus on avance, plus on est impliqué, plus on a envie de regarder la suite. Exactement. Je disais autant les 2 premiers épisodes, on va dire, c'est pour te montrer un peu ce qu'ils vivent au quotidien, autant dès qu'on a passé l'épisode 4, on va plus sur eux qui essayent de faire des choses comment on va dire, qu'ils essayent de résoudre le problème, on va dire. Que dans les épisodes 2 et 3, c'est plus qu'elle les balance, et puis eux, faut qu'ils sortent de l'aventure, quoi. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen. Ah mais totalement. Alors, le format de cette série est très spécifique quand même. Elle est sortie sur YouTube et sur Netflix. Mais pensez-vous que la série aurait aussi bien marché si elle était sortie que sur Netflix, sur une plateforme payante, vous voyez ? Clairement pas. Non, parce que sinon j'aurais jamais regardé. Ou sinon j'aurais utilisé le côté obscur de la force pour récupérer un lien gratuitement. Mais je ne dirais pas très fort. Mais oui, tu vois, le côté obscur, comme tu dis, c'est quelque chose, voilà, ça ouvre des portes. Mais le fait est que ce soit accessible, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, surtout dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la patience maintenant d'aller faire des recherches, il faut se taper des pubs, il faut rader à gauche, à droite. Donc c'est sûr que vous pensez pas que ça va ouvrir des portes. Pour les pubs Digital Circus, ça va. Vous voulez pas, complètement. Vous pensez pas que ça va ouvrir des portes à d'autres studios, justement, qui mais diront, le succès que ça a eu, ils ont quand même réussi, ils ont rempli des salles de cinéma. Attention, ils ont fait que très peu de dates, on est d'accord, mais ils ont rempli des salles. C'était fait exprès, c'était voulu. C'était une exclusivité, c'était un truc. À la base, pour te dire, ça aurait même dû sortir qu'aux USA. Si ça a pu sortir. Ah oui! L'épisode 9, au cinéma ne devait sortir qu'aux USA. Dans certaines salles. Et les fans du monde entier ont dit, mais si vous pouvez le faire aux USA, essayez ailleurs! Essayez! On veut le voir! Les gens se sont engoués, ils ont fait des pétitions, des choses, pour demander au cinéma, mais demandez-leur l'épisode, demandez à ce qu'il soit diffusé. Les gens ont demandé, et ça a marché. Glitch a fait vraiment un truc de fou. Déjà, elle a explosé les records au niveau pilote, elle a battu Hazbin Hotel.
Ah ouais? Ensuite, ah oui, le pilote de Hazbin Hotel a fait beaucoup moins de vues que le pilote de Amazing Digital Circus. Waouh. Ça a explosé les records d'audience, alors que tu vois ce que donne Hazbin Hotel maintenant. Glitch a vraiment explosé les records du pilote, de la diffusion en général. Je sais plus combien de millions ou de milliards ils ont fait au total. Netflix a été les voir pour avoir le droit de diffuser. C'est pas eux qui ont été voir Netflix. Toc toc, vous voulez diffuser Digital Circus? C'est Netflix qui est venu. Dites donc, ça marche votre truc, on pourrait pas le diffuser. Et c'est Netflix qui paye Glitch pour avoir les droits. C'est un truc qu'ils ont jamais fait avant. Donc Glitch a fait un truc de fou. Vous voudriez une suite, vous, réellement? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je serais curieuse de voir. Après, apparemment, c'est une qui bosse avec l'équipe qui l'a dit, diffusion aux USA. L'univers n'est pas fini. Donc, on ne verra peut-être plus Digital Circus en tant que tel, mais il va y avoir des choses à côté. Donc, peut-être des spin-offs, peut-être des trucs autres autour de Digital Circus, mais apparemment, de suite directe, c'est pas tout à fait prêt. Moi, je pense qu'il faudrait les laisser tranquilles. Oui. Les personnages qu'on connaît, je dis bien. Oui, voilà, spin-off, pourquoi pas. Par exemple, Scratch, Queenie, Rabbit, forcément, Rabbit, j'ai envie de dire, c'est une des personnages secondaires qui devient presque principale. Donc, c'est vrai que des spin-offs sur ces personnages-là, pourquoi pas. Peut-être pas en faire une série, mais des petits shorts, des petits trucs, pourquoi épisode, pas. Ouais. Voilà. Perso. Et toi, Mickey? Perso. Ouais. On finit comme ça me va, mais parfaitement. Si on fait une saison 2, le truc qui me fait peur, c'est que les dramas reprennent. Ça perdrait de son intérêt global, quoi. C'est comme après, le truc qui fait qu'il y a la rumeur de la saison 2, c'est que dans le générique, on voit un moment que Kane a récupéré l'Autria. Il l'a récupéré, il l'a mis sous globe. Ah ouais? Oui, moi j'avais pas vu non attention. Plus. Mais il y en a qui me l'ont dit et j'ai revérifié, c'est vrai. On voit Kane qui range un truc dans l'armoire et quand il s'écarte, on voit que c'est de l'Autria. Il l'a mis sous globe, il l'a remis dans une armoire. Donc, l'Autria est accessible. Bubble, le méchant. Bubble est de retour. Bah, tu déconnes, mais c'est une idée de fiction qui m'a intrigué, ça. Je ferais bien une saison 2, là-dessus, moi. Bubble qui intérieurement dit, putain, il m'a laissé dans sa cuve pendant des années, et il explose la cuve, et il dit, j'ai fait semblant de dire que j'étais mort, je suis de retour! Bon, faudrait pas qu'il fasse comme ça, mais bon. Ah bah en vrai je pourrais faire un scénario de suite. D'ailleurs tu as dit que ça a été difficilement, ça a failli ne pas dépasser l'Amérique. C'est pas je dis peut-être une grosse bêtise et je m'excuse auprès du studio parce qu'en plus on connaît une personne qui a participé au doublage, mais je crois que c'est pas un très très gros studio de doublage qui l'a doublé. Ah non, c'est les acteurs français, en tout cas. C'est Studio Abyss. Oui, mais les acteurs sont des doubleurs connus. Par exemple, je vais le dire à Mimiki enfin, Kinger est doublé par le même doubleur que Serpentius. Ça, tu me l'as dit. C'est le même doubleur. Ça, tu me l'as dit, mais vu que j'ai pas vu Hazbin Hotel, du coup, je ne connais pas. Et donc, du coup, la VF de Serpentius est Kinger. Donc, c'est des doubleurs quand même officiels, mais le studio qui bosse avec Glitch est tout petit. Pour te dire, c'est chez celles qui doublent Bubble qui font ça. Oui, ils le font chez quelqu'un de privé, on est d'accord. Oui, c'est elle qui a fait son petit studio chez elle. Et du coup, ils viennent... de toute façon, sur YouTube, il y a les séances d'enregistrement de... Oui, je les ai vues. moi, ça me fait bien rire d'ailleurs de les regarder. Et en fait, ils sont chez eux, quoi. Ils sont chez elle. Et elle fait... donc, elle les fait venir un par un ou par petits groupes. Et puis, ils font les enregistrements. Donc, c'est entre guillemets, pas pro. Entre guillemets, parce que... comme je dis, c'est pour ça que j'ai pas osé dire que c'était un gros studio. Parce qu'en fait, c'en est pas vraiment un. Voilà, c'est un studio, mais il est semi-pro, on va dire. Mais là, j'espère que ça va tout j'espère que ça va et se dire qu'un semi-amateur arrive à faire autant c'est ça qui est génial. Populaire, c'est très bon signe pour ceux qui auraient envie de faire des doublages, etc., par rapport à des séries ou créer une petite série de leur côté. C'est clairement très prometteur. Parce que pour te dire, Mickey, on a le copain
d'une amie, donc Michio, qui a fait beaucoup d'apparitions sur la chaîne. C'est son copain qui a fait la voix de Abel de l'épisode 7, le petit Abel, oui c'est ça. Oui, c'est Abel. Oui, le pantin de voix qui se dessine à souris dessus. Voilà. Bah voilà. Ouais, le faux. Dans ce cas, je vais faire comme Abel. Finger. Patron, n'hésitez pas à me mettre une petite augmentation. Et pour terminer, donc, justement, ça vient avec ce que tu viens de dire, mon cher Mickey. Le studio Glitch n'a pas arrêté. Il continue. Et là, en ce moment, il y a Game Over. Ils ont sorti le pilote. Personnellement, j'ai vu et je trouve que c'est très intriguant parce que ça touche le monde du jeu vidéo. Donc, on reste un peu dans l'univers Digital Circus parce que voilà. Et il y a énormément, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais il y a énormément, croyez-moi, de références aussi bien visuelles que musicales à des jeux vidéo de mon enfance. Et c'est super Madeleine de Proust. Et à voir comment ça marche parce que je pense que c'est leur prochain gros titre. Et le problème, et ça rejoint exactement ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire, est-ce que justement, ils vont pas revenir vers Digital Circus si Game Over flop? C'est ça qui peut faire peur. Oui et non, parce qu'ils ont pas que Game Over comme projet. Oui, Game évidemment. Over, c'est le plus récent, c'est celui qui est sorti. Mais ils ont par exemple les Chevaliers de Guenièvre qui ont été annoncés. Et une suite est prévue, l'épisode 1, enfin épisode 1 ou épisode 2, ça dépend si tu comptes le pilote comme est en cours de création. Donc on va bientôt avoir la suite de cette série-là. Après il y en a d'autres que je regarde pas, donc je sais pas trop les infos. Mais oui, Game Over, bon là vu comme ils ont l'air de faire un peu pareil que Digital Circus par rapport au merch, aux propositions de t-shirts pour vendre leur merch, je pense que ça peut bien marcher. Et puis l'intrigue quand même. L'intrigue de Game Over, elle pose beaucoup de questions. Donc je pense que elle peut être bien partie. Je pense pas qu'ils repartiraient sur Digital Circus pour dire on va continuer avec ce qui marche, parce que eux, ils ont ce mérite, c'est que c'est pas les mêmes créateurs, c'est un studio mais plusieurs créateurs différents. Oui, évidemment. Par exemple, les Chevaliers de Guenièvre, alors s'il y en a qui ont plus d'infos que moi, vous me le direz en commentaire ou je sais pas quoi, mais je crois que celle qui a créé l'histoire des Chevaliers de Guenièvre, elle a travaillé chez Disney. Elle a travaillé chez Disney. Ouais, carrément. Je crois que c'est celle qui avait réalisé The Hill House. Ok. Bah dis donc. Je crois que c'est elle. Ça touche encore plus quand tu vois de quoi parle la série Les Chevaliers de Guenièvre, quoi. C'est clairement. Et c'est ça, je pense, le pouvoir de Glitch, c'est qu'ils se cantonnent pas à un réalisateur, à un truc. C'est plusieurs réalisateurs qui leur proposent leurs univers et puis eux ils les ouvrent, ils leur proposent, quoi. Et c'est ça qui marche bien. En plus sur une plateforme gratuite comme YouTube, ça. J'ai pas regardé les vues du pilote de Game Over, mais je crois qu'il est bien parti. Le pilote a 28 millions de vues. Ah bah oui, ouais, il est bien parti. Oui, c'est sûr. Et moi, franchement, je suis très pressé. Et du coup, pour cet univers-là, je vais le vivre comme Amy a vécu. Donc, je suis J'allais dire exactement la même chose. J'ai accroché. Eh ben, écoutez, de fois on en fera un podcast ensemble quand ça sera fini. Avec grand plaisir. Avec grand Si plaisir. Mickey, tu as bien aimé. Grand plaisir. D'accord, oui. Eh ben, je vous remercie. On a globalement fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet univers, sur l'univers de Digital Circus? Non, j'ai pu glisser toutes les petites anecdotes que j'avais, donc c'est bon. Oui, c'était sympa, même si bon, j'ai pas beaucoup parlé, vu que j'accroche pas autant le sujet que vous, mais ça fait quand même plaisir de parler avec. Donc surtout, comme d'habitude, si vous voulez continuer à nous écouter ou à participer avec nous, aussi bien à nous donner des petites actions, et même si vous voulez participer qu'à l'écrit, il y a moyen que vous fassiez partie de la conversation et que vous participiez, et dès que vous disiez quelque chose de percutant, on le lira. Mais aussi bien de participer avec nous. En général, on essaye d'être 3, allez, maxi 4. Donc n'hésitez pas à venir sur Discord. À chaque fois qu'on tourne, c'est annoncé un peu en avance. Et vous pouvez ouvrir un ticket pour venir me parler en privé et puis de participer avec nous. Et ben voilà, Amy, Mickey, j'espère que vous avez bien aimé ce petit podcast avec moi. Et moi, j'ai été trop ravi de parler de ce sujet qui
il faut dire ce qui est, je pense que ça va être un de mes coups de cœur et quelque chose qui va vraiment avoir marqué mon année 2026, et c'est clairement pas une série que je vais oublier, quoi. Ah bah, pour vous dire, je suis même pas sûre d'être encore tout à fait remise du final, moi. Tous les jours, je découvre un nouveau truc. Franchement, ouais, un peu pareil. Complètement d'accord, hein. Merci Glitch de nous avoir permis de découvrir Complètement. cette chose, hein. Et je vais répéter une chose que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment le style d'œuvre où il n'y a pas de problème. Et je veux bien aller au cinéma pour à la fin, et ça me dérange pas d'acheter un peu de merch, quoi. Parce que vraiment, ça les soutient. Comme on l'a dit, ça reste un petit studio quand même, et c'est de super bonne qualité. J'ai commandé la super figurine de Jax Collector, là, et ça fait depuis très, très longtemps que j'ai pas acheté de figurine, et ben celle-là, j'en serais trop content, quoi. Je veux une photo quand elle arrive. Ah oui, mais t'en fais pas. Tu sais, je vais faire un truc du style au début d'une de mes vidéos, vous savez, moi j'achète pas de goodies. Et j'aurai le pull de Jax et la figurine de Jax dans le décor. Enfin voilà, je vous remercie énormément tous les deux. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao! À la prochaine!